Merci bien de nous rejoindre à nouveau sur cette antenne de Equinox Télévision. On va dire que le fameux comité dit de normalisation sous le règne de Dieudonné Api a commencé depuis longtemps à nous décevoir quelque peu. Il faut bien le marteler. Alors qu'on n'avait pas fini de regretter l'époque de Joseph Owona et compagnie, que la FIFA, en choisissant de mettre à nouveau sur pied un comité pour redresser le football camerounais, une équipe restreinte et resserrée de personnalités qui jusque-là n'avaient rien à voir avec les cercles du football. Les Camerounais n'avaient pas, disais-je, fini de s'en féliciter qu'aujourd'hui ces personnalités nous ramènent dans les bien vieilles habitudes camerounaises, à savoir beaucoup de folklore, de gesticulations inutiles. Tenez par exemple aujourd'hui, on parle d'une rencontre là-bas à la FECAFOOT entre les membres de ce fameux comité et quelques anciennes gloires, les has-been des fossiles du football camerounais. Quel que soit ce que celles-ci ont bien pu apporter, les Jean Manga Ongen et Roger Mila, Rigobert Son, et on parle même de Patrick Boma, qui sera en direct dans une sorte de visioconférence pour dire à ce beau monde ce qu'ils ont à faire pour redresser ce football. Bon, très bien. Si vous n'avez pas, messieurs, les compétences nécessaires pour gérer ce qui vous a été confié, eh bien moi je vous demande solennellement de déposer votre tablier. On ira chercher d'autres Camerounais plus vaillants, puisque depuis que vous êtes là, vous ignorez vraisemblablement votre cahier de charges, qui consiste à gérer les affaires courantes et à nous mettre sur pied un nouveau corps électoral à travers les régions, et pour que le processus électoral puisse être enclenché, puisque le délai, la montre tourne, d'ici au mois de février-mars, on devrait avoir une nouvelle fédération. C'est à cela que vous avez été désigné. Merci beaucoup, bienvenue au Zénith et bienvenue à vous, Charles Amel Macho. Bonjour Sam Severango, bonjour au pasteur Massingam, bonjour à Galgam Aman Adi. S'il vous plaît, faites un tour à Denver, Carrefour Maïtu, je vous en prie. Allez voir, vous viendrez nous parler l'insolence architecturale. On retrouve tout. Les ministres, ils sont nombreux. Les colonels d'armée sont nombreux. R+5, 25, 35, 40 appartements. Où prennent-ils l'argent? Vivement que la CONAC descende là-bas. Je vous en prie. Bonjour. Merci bien pour cette introduction qui remet en surface la réalité de la gabégie camerounaise à grande échelle, donc des détournements massifs de notre budget à différents endroits qui se reproduit à travers la construction de ces bâtisses dans ces quartiers UP de la ville de Douala et Yaoundé un peu partout. Merci d'être là encore avec nous. Megui, bonjour. Bonjour Sam Séverin et bonjour à vous, chers téléspectateurs. Un clin d'œil particulier aux forces de l'ordre de la ville de Douala pour juste les interpeller de vraiment se pencher sur le problème de l'insécurité dans notre ville et peut-être dans tout le Cameroun entier, parce que ça devient très sérieux avec des cas de vol et d'agression, de braquage dans le quartier New Deido à Douala. Merci, bienvenue à vous Mbombok Bengal. Bonjour Sam, moi je salue le chef de l'État. Les députés s'apprêtent à siéger pour le budget de l'année 2018 à partir de mardi la semaine prochaine. Aura-t-on une bonne lisibilité cette fois-ci sur la tenue des élections en 2018, mais également la crise économique que traverse le pays? Est-ce que le budget cette fois-ci va tenir en compte tous ces aspects-là? J'attends que nos députés, et surtout qu'on ne leur donne pas le budget une semaine après, seulement, je veux dire une semaine avant la fin de la session parlementaire. Moi, je vous dirais, Mbombok, là-dessus, sur l'examen du projet de loi des finances au Cameroun, très souvent, ça ne nous apporte rien du tout. On émet des gros chiffres et le moment venu, dans la réalité des faits, ces budgets ne sont pas exactement consommés. Tenez par exemple à quoi servent les 57 milliards de la présidence de la République. On n'a pas de visibilité sur la gestion globale. On nous dit que très souvent c'est la défense et je crois l'éducation nationale qui ont les plus gros budgets, la culture s'en tire avec très peu de choses. Mais toujours est-il que les députés eux-mêmes, on pourra questionner à l'avenir, vous convenez avec moi, sur leurs émoluments également. Parce que le budget même de l'Assemblée nationale ou bien du Sénat aujourd'hui est questionnable. Tout à fait, Sam. En 2013, par exemple, la première proposition des députés avait été d'augmenter leurs fonds, les fonds qui leur sont alloués d'abord au niveau de leurs véhicules et en plus des micro-projets. Voilà. Et eux-mêmes ne nous disent pas où vont les fonds des micro-projets. Donc, il n'y a pas de lisibilité de toutes les manières. Nos députés, de façon séculaire, ont été habitués donc à faire des marchés, puisqu'ils se retrouvent dans des cabinets de ministres
ministre pour avoir quelques marchés. Les micro-projets, on ne voit pas. Allez-y voir, puisque Charles Hamel parlait de grosses bâtisses. Je peux vous assurer que certains d'entre eux également, dans ma propre région, bâtissent des châteaux de R+4, comme vous le dites. Sam Sévérin, un seul ministre de cette république, derrière la station Total, 16 appartements alignés en rangée. Total de... Total Carrefour Maïtur. Okay. Les noms seront donnés. Un autre ministre qui a l'argent, il a des R+. Avec un colonel qui a plus de 35 appartements. R+. Voilà. Ça fera sans doute l'objet d'une prochaine colère. On compte sur vous là-dessus lorsque vous aurez rassemblé tous les éléments nécessaires. Voici le début de l'histoire, le début des festivités avec Tendance qui va nous plonger au cœur des relations entre les belles filles et, je veux dire, bon, disons entre belles sœurs. Voilà, c'est ça. Bonjour Tendance. Bonjour Sam, je vais encore dire bonjour à toutes les belles sœurs qui rendent la vie difficile aux épouses de leurs frères. Voilà. Maman, il y a une belle sœur qui fait bavarder la femme de son frère. Donc la femme de son frère a parlé jusqu'à me dire Tendance, je veux faire comment? J'ai pris seulement que le Seigneur donne un mari à ma belle sœur pour qu'elle sache comment gérer un foyer est difficile. Ha! Wonderful thing. Elle m'a appelé Yemegi, la dame même, elle me dit maman, je vais te parler de ma vie. Mais voici, ma belle-sœur vit avec moi depuis un bon bout de temps. Elle travaille. Mais elle ne fait rien à la maison. Quand elle se réveille le matin comme ça, elle ne balaye même pas le sol. Même rincer les plats, rien. Même laver les enfants comme mes amours. Partage, je vous l'ai beaucoup partage à l'école, rien. Et quand elle prépare, la belle-sœur vient manger. Il y a des moments où elle amène même ses collègues de service. C'est servi. Donc elle vient, elle ouvre la marmite. Elle se sert. Elle donne pour ses collègues. Elle-même, elle se sert, elle mange. Elle ne contribue même pas à la ration. Le gaz est fini même. Elle ne demande pas est-ce que je peux compléter. La partie de l'électricité vient, mais elle ne dit même pas est-ce que je peux compléter. Oh, la dame me dit qu'elle est partie voir son mari, que mon amour, est-ce que tu trouves normal que ce que ta petite, est-ce que tu trouves que ce que ta petite se fait est normal? Elle ne m'aide en rien. Elle sort tous les matins. Même quand je ne prépare pas, le soir qu'elle rentre, elle achète le poisson, elle mange devant les enfants et elle ne donne pour personne. Je ne peux plus supporter, vraiment. Il faut causer avec elle. Son mari lui dit non, est-ce que tu es là pour la gérer? Gère ton foyer. Ce n'est pas elle que tu gères, mon bébé. C'est ton foyer que tu gères. Elle est juste de passage, mon amour. Ne prends pas ça mal. Est-ce qu'elle vient ici pour longtemps? Donc elle dit que ce qui la ronge encore, c'est sa belle-sœur qui entre dans ses marmites, se servir. Le jour qu'elle ne prépare pas, la belle-sœur mange toujours. Et quand elle parle, le frère dit, bébé, gère ton foyer. Elle le sait, elle appelle à être chez un homme un jour. Et elle dit que sa belle-sœur, quand elle regarde sa belle-sœur, la tension monte. Donc elle a besoin de vos conseils. Une belle-sœur qui a décidé de la nuire. Nuire le genre que Sam. Elle voit comment elle est en train de mourir. Donc elle lave même le sol. Elle meurt même dans les travaux. La belle-sœur ne l'aide pas. Elle est au téléphone. Elle WhatsApp. Elle appelle. Elle croise les pieds. Donc la femme est terrorisée en bon français. Et elle a besoin de vos conseils. Très bien. Bon, question. Comment vous appréhendez l'attitude de l'homme, enfin, L'homme a apporté une solution sage. C'est ce qu'on apprend à nos filles aujourd'hui. C'est-à-dire, lorsqu'on s'apprête à aller en mariage, on se prépare pour le mariage. Pour l'homme, sa petite sœur, oui, vous vous appelez belle-sœur, mais cette sœur est considérée comme sa fille aînée. Maintenant, par rapport au caractère que dégage sa fille aînée, elle lui dit, il n'en parle pas. Sûrement que l'homme a parlé à sa sœur et sa sœur n'a pas écouté. Donc, il fait comme si elle n'existait pas. Donc, il appelle, donc l'interprète son épouse pour la laisser. Et écoutez comment il termine en disant, un jour, souhaitons qu'elle aille en couple. Mais est-ce qu'il devrait, ce monsieur, laisser se montrer indifférent finalement? Non, il n'est pas indifférent. Il n'est pas indifférent. Justement, le problème se pose dans ce sens que la femme pense prendre le devant. À ce moment, laissez l'homme gérer des situations conflictuelles. Quand vous voulez prendre le devant, ce n'est pas bon, ça ne devient pas bien. Et demain, donc, lorsque la fille ira en mariage ou alors elle va sortir pour aller en location, vous aurez déjà, vous, la femme qui est mariée, envenimé une situation qui était passagère. Donc, elle fait, je veux dire, la fille qui n'est pas encore mariée, elle, je veux dire, elle est têtue, elle a un problème, j'allais dire des écarts de comportement qu'on ne peut pas apprécier. Mais la femme qui est mariée, en principe, devrait suivre les conseils de son mari et on ne la gère pas. On ne la gère pas
Mais, puisqu'à un moment donné, elle veut créer un clash. Et là, il va arriver où... Non, quand vous dites qu'on ne la gère pas, on ne va pas non plus la laisser installer un il y aura un moment délétère dans la maison. Bon, il faut quand même ça veut dire que l'homme l'homme sait. On ne gère justement, si l'homme procède, si vous procédez d'une autre manière, ça veut dire que vous voulez gérer les humeurs de votre épouse. Dites-lui, c'est une situation passagère. Laissez-la. Elle a des écarts de conduite qu'on condamne. Mais... est-ce que vous allez donc envenimer vos situations en disant, parce que ça va devenir que mon mari n'a pas laissé... Vous êtes un peu tolérant, un peu trop quand même. Non, de toutes les façons, Meggy a la parole, à votre suite. Vraiment, je suis amusée. Ok, bon, je respecte le point de vue de Mbombo, mais seulement je voudrais dire que c'est très facile. C'est très facile de le dire. Que vous soyez une femme dans une maison, je crois que quand votre belle-sœur, qui plus est la petite sœur de votre époux, vient habiter sous votre toit, c'est une personne majeure, elle vient habiter sous votre toit, elle a le devoir, non seulement par respect pour son grand frère, de respecter sa belle-sœur, qui est de fait sa grande sœur. Elle a le devoir, et en plus, elle vit sous le toit de cette femme-là, elle devrait se conformer quand même à certaines règles. Ça, c'est la norme, hein, mais on sait bien que dans la réalité des faits, il y a toujours des conflits. Qu'est-ce qui est la base de ces conflits? Maintenant, j'y viens. Oui. Maintenant, il y a des écarts de comportement graves, manque de respect à outrance. La femme a bien fait d'aller se plaindre chez son mari. Elle s'est plainte à son mari. Maintenant, son mari, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, ne gère pas, laisse-la, c'est passager. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. C'est des raisons, c'est des comportements comme ça qui font souvent que, après, les belles familles vont dire que les femmes tirent la couverture de leur côté. Quand elles vont refuser, par exemple... Parce qu'elle a bien pris le soin d'avertir et de se plaindre. Voilà, je suis d'accord avec elle s'est plainte. C'est-à-dire, avant de réagir envers ça, elle s'est plainte pour chercher une solution auprès de son mari. Et il reste zen que c'est passager. Bon, ça, on parle d'une personne de 28 ans qui est majeure. Même presque même âge. Voilà. Donc, en plus, les femmes souvent préfèrent prendre des gens de leur côté parce que peut-être sa petite sœur à elle, c'est parce qu'elle sait justement que sa petite sœur sera un peu plus malléable. Elle pourra dire à sa petite sœur, je t'ordonne de faire ceci, ça va mieux passer. Quand tu vas le faire avec ta belle-sœur, on va te dire que c'est parce que ce n'est pas ta sœur, c'est parce que. Or, avec ta petite sœur, tu vas le lui dire. Tu peux même la taper si elle exagère. Mais avec ta belle-sœur, ce sera autre chose. Maintenant, qu'est-ce que vous recommanderiez à cette femme? À cet homme. À cet homme d'abord. À cet homme. Il est injuste de dire, de faire subir cela à sa femme. Il doit pouvoir dire à sa sœur, écoute, ici, si tu habites encore chez des gens, ça veut dire que tu n'es pas si grande que ça. Tu n'es pas si grande que ça. Tu es chez moi, mon épouse est là, tu lui dois du respect. Tu dois participer aux tâches ménagères de la maison, bon sang. Tu ne peux pas te coucher, c'est elle qui vient faire ta chambre quand tu es sorti. Elle a préparé, tu n'as rien foutu, tu reviens, tu te sers, tu manges, sans lui demander son avis. Quand elle te parle, tu lui réponds comme tu veux, et on doit te dire de laisser. Supposons l'inverse. La femme avait son frère à la maison et que le frère de l'épouse se comporte comme ça envers. Moi, j'ai mon frère chez moi qui manque de respect à mon mari, je ne peux pas le tolérer. Je ne peux pas le tolérer. La norme très bien. On laisse bon, Charles Amel Mbachou, vous comprenez la situation difficile dans laquelle peut se retrouver un tel homme entre la préférence qu'il peut avoir vis-à-vis de sa sœur avec qui il est lié par le sang et son épouse également, parce que le mariage, c'est l'alliance par excellence même qui unit deux personnes. Alors, quand il y a conflit, on se met de quel côté? Sam Sévérin, qui est ministre de l'Intérieur? Qui est ministre de l'Intérieur? C'est la femme. Vous pensez qu'on va accuser qui dans cette affaire? C'est la femme. Sam Sévérin, lorsque les deux familles ont fini de s'entendre, on décide sur la personne qui va accompagner la mariée. C'est les familles, ce n'est pas les individus. Revenons à l'orthodoxie, Sam Sévérin. C'est les familles, ce n'est pas les individus qui décident de qui va faire quoi. Les parents vont dire non, on ne peut pas envoyer telle. Telle est belliqueuse. On ne peut pas l'envoyer avec telle. Elle est paresseuse.
Non, envoyons plutôt tel. C'est les familles, ce n'est pas les individus, encore moins la préférence. Sam Sévérin, lorsque vous arrivez à l'époque, que ce soit chez les Bassa, que ce soit chez les Bamileke, que ce soit dans le sud Cameroun, chez les femmes, première chose, il y avait assise familiale. Vous êtes une autre, vous venez d'arriver. Voici les secteurs qui vous sont permis. Voici ce qui ne vous est pas permis. Voici là où vous allez dormir. Et voici comment fonctionne la famille. D'où vient-il qu'une femme entre à la maison, fut-elle ma petite sœur ou alors ma belle-sœur qui rentre à la maison, sans que le ministre de l'Intérieur n'ait défini le règlement intérieur de sa maison? Lorsque même le règlement est défini, on parle quand même Sam d'une Sévérin, fille qui n'est pas du tout Sam Sévérin, bien élevée. ici, elle n'a pas défini. C'est le premier jour qu'on va le faire lorsqu'il est chaud. Madame, quand vous êtes arrivée ici, là, je n'ai aucun problème. Voici comment fonctionne la maison, devant le monsieur. Charles Amel, soyons sérieux. Hier, on parlait des enfants quand même. Quelles que soient les règles que vous mettez en place, vos enfants, vous ne pouvez pas les contrôler. Ce sont vos enfants. Bon, voilà, très bien. Ça, ce sont vos enfants. Mon papa dit que cette fille est prise comme la première. C'est la raison pour laquelle c'est l'aîné. C'est ça que je dis, c'est l'aîné. C'est au couple de définir. Vous n'avez pas dit que comme tu es arrivé, bon, quand elle arrive, elle va dormir où? C'est vous qui l'installez. C'est vous qui donnez sanitaire, l'ensemble des oreilles de sanitaire. C'est vous qui la mettez à l'aise. Je suis désolé, ça me fait. Par conséquent, vous lui dites, ok, comme tu viens d'arriver, sache que Brigitte, sache que Gisèle, sache que non, Sam Sévérin, vous définissez dès le début. Lorsque c'est défini, elle se met à carreau ou elle dégage. Ok. Ou elle dégage. Ou elle dégage, Sam Sévérin. C'est ça le principe. C'est grave. C'est même très grave. Là, il a raison, Charles Amel, parce que si les règles ne sont pas respectées. Oui, non, pas pour une fois. Ça, c'est purement africain. Ça me regarde. Une belle soeur qui vit chez moi. Bon, si c'était ma soeur, je la tape avec mes mains. Je te tape jusqu'à pour toi, viens. C'est au village qu'on va résoudre ce problème. Mais une belle soeur qui est chez moi, elle sort le matin, elle ne m'aide en rien. Vraiment, je vais te nuire. Je vais te mettre mal à l'aise. Mais là, c'est une erreur. Je sais qu'en te mettant mal à l'aise, vous allez faire les réunions de famille avec mon nom. Mais c'est pour ton bien. Tu sors le matin, tu rentres le soir. Tu vas même contribuer à la fin du mois. Quand on va donner la partie de lumière, elle va dire que maman, pardon, ça a donné 12 000 francs. Non, elle n'a pas payé de facture. Elle n'a pas payé de Je ne peux pas gérer facture. mon mari. Non, elle n'a pas de facture. Non, elle n'a rien à payer. C'est mon point de vue. Non. C'est mon point de vue, c'est mon foyer. Si tu sors le matin, je suis chez ton frère, les enfants de ton frère sont là. Les jours que je vais te dire, il n'y a pas l'argent de baigner, donne l'argent de baigner à tes frères, tu donnes, à tes enfants, tu donnes. Mais si tu veux me montrer que tu amènes tes copines, vous vous servez dans ma mamie, que ça a commencé depuis quand? Tu es là, tu contribues, tu as droit au même traitement comme ma soeur. Parce que ma petite soeur, à la fin du mois, elle dit, maman, comme tu vois, paye, donne l'argent du câble, donne l'argent d'eau. Ma belle-sœur, c'est le même traitement. Très bien. Ou en défaut de ça, j'attends quand tes copines sont là, je te chasse devant tes copines. Très bien. Quelqu'un vient te chercher, je me comporte mal. L'attitude de tendance à l'instant reflète peut-être aussi l'image de ces femmes qui sont de parfaites mégères aussi, parce que disons-le, la femme doit prendre sa belle-sœur d'abord comme sa sœur, Elle sait me prendre aussi parce comme que c'est sa sa sœur. belle famille. Il faut le dire, la plupart des femmes de nos jours n'acceptent que très difficilement leur belle-sœur. Absolument, Sam. Et le, ouais. le principal problème, c'est que la femme veut, en fait, comme vous avez dit tout à l'heure, non, c'est deux personnes. Oui, c'est deux personnes qui s'engagent là, qui prennent l'engagement, parce que quand le père vous demande, vous demande s'il faut boire, s'il faut prendre la bouteille, c'est à sa fille. Mais c'est deux familles qui s'unissent. Le problème, c'est l'individualisme qui s'est entouré. Voilà. Quand l'homme veut se mettre devant, laissez-le devant. Il n'y a pas, j'allais dire, on ne peut pas calculer ça avec un calendrier. Et en disant, voilà 3 jours, voilà 1 an que mon mari ne veut pas résoudre tes problèmes. Vous laissez. Vous savez, la malédiction que les parents aiment souvent donner, infliger à leurs enfants qui sont têtus, c'est quoi? C'est que je prie Dieu que tu aies beaucoup d'enfants. Voilà, en fait, nous, c'est une bénédiction, mais c'est pour que, en fait, le garçon qui est têtu à la maison, cette fille surtout, qui est têtue, et écoutez la réponse de son grand frère. Il dit à son épouse, laisse, souhaite qu'elle aille en mariage. Ça veut dire que le gars est tétanisé, mais il est donc embarrassé. Et c'est pour ça que nous conseillons les épouses qui sont face à ces belles-sœurs, à cariâtres, qui ne savent connaître rien du tout, de laisser leur mari gérer la situation. C'est-à-dire que souhaiter même qu'elle parte en mariage aussi. Et là, elle sera, la première chose, c'est qu'elle sera embarrassée. Avant d'entre sa tata qu'elle a désobéi ici,
Qui viendra donc dire, puisque c'est la tata qui pourrait dire à la maman que non, ma fille, je l'ai fait grandir et tout, mais elle aura honte à partir de là. Voilà comment on punit ce genre de choses. Quand j'ai dit à une fille, quand j'ai dit que ma belle-sœur doit contribuer aux tâches, c'est pour apprendre à ma belle-sœur à être responsable de ses actes. Son frère s'en occupe. Vous n'avez pas à lui imposer ça forcément. Maggie. Oui. Si son frère meurt. Mais moi, je vais dire, tout à l'heure, j'ai été d'accord à moitié avec le propos de Charles Armel, mais généralement, quand quelqu'un arrive chez nous, encore une fille peut-être de 28 ans, on n'est pas au service militaire. Pour lui dire dès son arrivée que ici ça se passe comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, on accueille la personne. Et puis l'âge justement de la fille, ça fausse un peu le débat parce que 28 ans c'est déjà une femme. Non, elle n'est pas venue à 28 ans. Elle n'est pas venue à 28 ans. Non, même si elle venait à 28 ans, Megui, non. On dit. C'est-à-dire que la famille qui envoie cette fille chez vous connaît un peu oui, mais maintenant, tout ça, ça obéit à des paramètres. Qu'est-ce que vous en savez de l'éducation de cette famille? Je suis désolée, cette famille n'est pas... Ça veut donc dire que le mari sait que sa petite sœur est têtue. Je peux poursuivre. Bon, maintenant, il sait que sa petite sœur est mal élevée. Il n'a pas à imposer sa petite sœur à sa femme. Je suis désolée. Non, il impose sa petite sœur à sa femme. Sa femme, jusqu'à preuve du contraire, elle est chez elle. Elle est chez elle et vraiment, le peu qu'on peut lui souhaiter, c'est d'avoir un peu de tranquillité. S'il sait que sa petite sœur est mal élevée, il le savait, il n'avait pas à la faire venir chez lui. C'est une grande fille, ma foi, et il faut parfois, on parle d'une fille de 28 ans, à 28 ans on peut être marié, à 28 ans on peut être maman d'enfant. Et maintenant, quand tu arrives chez des gens, Sam Sévérin, on t'observe. Quand tu viens en tant que fille bien élevée, bien éduquée, tu viens chez des gens, tu sais que le matin tu dois te lever, et participer aux tâches ménagères sans qu'on te le demande. Absolument. Si tu es bien élevé. Absolument. Maintenant, c'est une fille qui a été mal élevée. Je suis désolée que vous vous en remettiez à l'appréciation de cette famille parce que je suis certaine que si cette famille l'avait bien éduquée, elle n'aurait pas ce genre de comportement. Je crois qu'on est là en plein dans les limites de la thèse. Bon, vous permettez. Mais le mariage, c'est deux familles. Est-ce que ça n'a pas été deux familles? Est-ce qu'on a donné les conditions dans lesquelles il a pris sa femme? Je crois qu'on est là dans l'appréciation qu'on peut avoir à faire de façon difficile entre les deux conceptions, occidentale et africaine. L'africaine qui défend la thèse selon laquelle ce sont deux familles qui s'unissent. On voit bien les limites que cela peut avoir lorsqu'il y a de tels conflits qui s'imposent. Moi, je pencherais personnellement et modestement pour l'autre conception plus occidentale qui est plus libérale, à savoir que les familles, lorsqu'elles se mettent en place, je veux dire les couples, devraient s'employer à privilégier essentiellement la maisonnée, c'est-à-dire que le couple même en réalité. Donc toutes ces interférences apportent que des conflits aujourd'hui. Sam Sévérin, c'est l'occidentalisation vers laquelle vous êtes en train de tendre. Oui, oui. Souffrez que j'emploie cette expression. Il me va. Je veux dire, Sam Sévérin, vous placez la famille où, face à de telles déviances, par exemple, la fille se comporte. Est-ce que c'est à la belle-sœur? Il y a un ego. Quand vous suivez Megui parler, il y a un ego. Ne taxez pas, je vous en prie. Non, c'est une insulte. Ne taxez pas. Non, il n'y a pas d'ego. Non, qu'il ne taxe pas mon point de vue. Je dis, il y a une sorte d'ego. Alors, je le dis, il n'y a pas d'ego. Il y a une sorte d'ego. Parce que vous dites, c'est chez moi, bon sang. Je n'ai pas qualifié vos avis. Elle s'est remise à son mari. Le mari a le devoir de consulter sa propre famille et de dire à sa famille que voilà l'attitude que X ou Y a adoptée chez moi. Alors vous pensez qu'on peut gérer comment? Lorsqu'il dit laisse, ça peut être une façon de dire à la femme laisse, je veux prendre le sujet, je veux prendre le problème à bras le corps. Ne déformez rien. Ne déformez rien. Il a dit à sa femme de rester tranquille. Non, c'est faux. Vous m'avez coupé tout à l'heure. Tout à l'heure, vous m'avez coupé sans que je me plaigne. Est-ce qu'on a des téléspectateurs? Sam Sévérin, il ne faut pas chercher à tout prix à avoir raison. Parce que c'est ce qu'ils essayent de faire. C'est ce que vous essayez de faire. Non, je n'essaye pas de le faire. Je n'essaye pas de le faire. Vous essayez de... On va se calmer un peu avant
la colère de Charles Hamel. Je souhaite redire juste un petit mot parce que c'était assez passionné. On va tout à l'heure prendre les avis de téléspectateurs en deuxième partie concernant ce sujet sur les rapports généralement conflictuels entre des belles sœurs. La colère du jour porte donc sur l'insolvabilité de l'État, l'État qui très souvent ne parvient pas à régler ses factures. Je m'interroge ce jour sur la question de l'insolvabilité de l'État camerounais. Trop de structures ferment depuis peu. Des microfinances ne cessent de fermer. Les entreprises sont obligées de dégraisser le personnel. Elles ne parviennent plus à supporter leurs charges. Conséquence, c'est le blocage généralisé. À qui la faute? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Savez-vous que 60% des entreprises camerounaises se plaignent des délais prolongés de paiement de leurs factures, tant pour les prestataires au public qu'au privé? Savez-vous qu'il y a de nombreux prestataires qui ont livré pratiquement l'ensemble des marchés à l'État et qui depuis pratiquement 5-10 ans ne sont pas payés? Point d'interrogation. Savez-vous qu'en 2009, l'État du Cameroun a cumulé des impayés qui représentaient environ 5,3% du produit intérieur brut de 2010, soit 593 milliards de francs CFA. Comment comprendre le fait pour l'État du Cameroun de ne pas payer ses prestataires à temps? Savez-vous que l'État a une dette d'environ 1100 milliards de francs CFA vis-à-vis des entreprises locales, même s'il faudrait soustraire les 180 milliards débloqués tout récemment? Savez-vous que depuis l'enlisement de cette situation, plusieurs petites et moyennes entreprises ont eu à fermer boutique du fait du non-paiement de leurs prestations dans les délais par l'État? Savez-vous qu'elles sont nombreuses les entreprises qui traînent depuis des années des factures impayées, attendant que les pouvoirs publics s'acquittent de leurs dettes? Savez-vous que les microfinances qui financent les très petites entreprises et le peuple se retrouve à ce jour presque sans liquidité, donnant ainsi un coup aux emplois? Savez-vous que si l'État ne paye pas sa dette aux petites et moyennes entreprises, celles-ci ne rembourseront pas leurs prêts auprès des banques, chose qui va gonfler la taille des créances douteuses? Comment comprendre que les entreprises camerounaises survivent encore sur le sacro-saint principe prévu dans la zone CEMAC qui prévoit que le délai fixé à l'État pour régler ses créanciers soit de 90 jours? Savez-vous que la dette des entreprises publiques est devenue à ce jour une menace pour le budget de l'État, avec comme principale cause le retard mortel de paiement? Savez-vous que parce qu'en l'absence des fonds, la majeure partie d'entreprises sont obligées de contracter des dettes auprès des banques pour gérer le marché? Comment comprendre que les institutions camerounaises ploient sous le poids d'une indiscipline budgétaire? Comment comprendre l'ensemble des pouvoirs publics? Comment comprendre que l'engagement des pouvoirs publics ces dernières années dans la réalisation de plusieurs projets, alors que le système de production ne permet pas à l'État de renflouer ses caisses? Nous avons plusieurs projets engagés, des barrages, des ponts. Pourtant, au fond, l'État ne parvient toujours pas ou ne réussit pas à renflouer ses caisses. Savez-vous qu'alors qu'on accuse le mauvais montage des dossiers, force est de constater qu'on remarque que l'argent destiné à une ligne budgétaire est renvoyé à une autre ligne, sans toutefois oublier que les crédits préalablement destinés à une activité sont affectés à une autre sans aucune forme de procès. Comment comprendre que plusieurs entreprises camerounaises qui travaillent grâce à la commande publique ne soient plus payées depuis quelque temps? Comment vont-elles faire? Comment comprendre le fait que les services des impôts ne se privent pas de faire d'énormes pressions sur les entreprises, malgré le fait que l'État ne règle pas ses factures à temps, poussant les microfinances qui financent les très petites entreprises et le peuple à se retrouver sans liquidité? En premier exemple, nous pouvons citer l'entreprise Isacam, qui assure depuis quelque temps un service minimum à cause de la dette qu'a l'État du Cameroun vis-à-vis d'elle. Une dette qui se chiffre à des milliards de francs CFA. En second exemple, on peut prendre la Sonara ayant payé le prix fort de cette dette de l'État. Finalement, comment voulez-vous qu'elles soient donc toutes compétitives, ces entreprises, et faire face à la concurrence avec l'entrée en vigueur des accords de partenariat économique si elles n'ont rien?
Voilà, merci beaucoup Mbombok. On a souvent également le cas des financements dans le domaine du sport avec toutes les improvisations que l'on sait où l'État a de la peine à décaisser ces fonds-là qui arrivent très souvent en retard. C'est une nébuleuse, ce sujet, qui nous plonge au cœur du système de la mafia, de la gouvernance camerounaise essentiellement. Pendant des décennies, on a donc eu droit, dans le domaine de la passation des marchés publics par exemple, à beaucoup de gabégies puisque très souvent, les gens qui bénéficient de certains de ces marchés, qui ne sont pas si généralement payés, n'ont même pas le profil pour pouvoir se voir, je veux dire, offrir ces marchés-là. Oui, tout à fait. Ça, vous avez tout dit. N'oublions pas qu'en novembre 2011, Eto'o avait été sanctionné parce qu'il revendiquait qu'on leur reverse 500 000 francs par joueur, hein, alors que cet argent avait été reversé dans le trésor public. Donc, pour verser 500 000 francs par joueur lors du tournoi de Marrakech, ça a été tout un problème. Alors que les sponsors sont là, ils ont reversé de l'argent. Effectivement, il se trouve, Sam, que pour cette année 2017, par exemple, que nous prenons, parce qu'il a parlé des chiffres, il faut qu'on reste dans les chiffres, on avait un budget de 4 373 milliards. Et le budget d'investissement public s'élevait à 1 500 milliards, donc pratiquement le tiers. Vous avez donc 1 500 milliards pour investir. Là-dedans, il y a les PME, il y a toutes ces entreprises. Et vous avez une dette de plus de 1 000 milliards. Vous vous pensez donc que l'État n'a rien prévu pour cette année 2017 pour payer les prestations. Donc, c'est pour ça que vous gagnez un marché, même pour construire, j'allais dire, une salle de classe dans un lycée ou un CS quelque part, on ne pourra pas vous payer. Parce que ce n'était pas prévu. Tout le reste d'argent est allé pour le fonctionnement. Et fonctionnement, ça veut dire les séminaires, les bons carburants et tout ça. Voilà ce qu'ils appellent là-bas. Aujourd'hui, effectivement, ce qui m'a plu, là, il faut quand même apprécier certains de ces fonctionnaires. Le nouveau, je pense, M. Evina, qui est arrivé à la caisse autonome d'amortissement, il a fait un... Richard Evina Obama. Voilà, un travail remarquable. Dès qu'il arrive, il met les trucs en place. C'est-à-dire la note de conjoncture, il a dit non. Aujourd'hui, la dette de l'État s'est accumulée à 5 000 milliards. En différenciant la dette intérieure à 1 100 milliards, comme disait Charles Hamel, et la dette extérieure. Et dernièrement, encore, la sortie de notre titre, elle dit, j'ai pu avoir, en fait, quand j'ai dit j'ai, ce n'est pas individualisé, je veux dire l'institution a pu collecter environ 5 142 milliards. Mais en disant que oui, on peut injecter 236 milliards dans l'économie nationale et 4 906 milliards pour le reste. Il leur dit, mais avec les précisions. Il faudrait que les projets soient maturés. Donc, et surtout que la maîtrise des procédures. Il a dit, là, l'argent est là. Nous, la structure est prête à financer l'économie, mais soyez sûrs, dites-nous, donnez-moi les garanties que cet argent ne sera pas détourné. Et que cet argent qu'on va décaisser va, effectivement, ce que vous redoutiez tout à l'heure, va contribuer au marché pour lequel il a été décaissé. Voilà où on est bloqué. L'argent est là. Les procédures nous bloquent. Voilà. On va élargir la question sur le domaine de la réalisation de certaines infrastructures dans le registre de ce qu'on a appelé pompeusement les projets structurants. Vous aviez, Megui, le projet du port de Kribi. On parlait d'un complexe industrialo-portuaire. À la fin, on a eu droit à quelque chose qui s'appelle aujourd'hui port autonome de Kribi. Plus rien à voir avec le grand complexe où sont passés tous ces fonds qui auraient pu être décaissés. Il y a plus grave dans le domaine des routes, la fameuse question des indemnisations. Pourquoi ne paie-t-on pas, pourquoi l'État ne paie-t-il pas cet argent aux personnes riveraines qui ont été expropriées, par exemple, pour que les travaux puissent avancer? Ben, il faut dire qu'il y a un vrai imbroglio entre les promesses qui sont faites et la réalité même que présente, en fait, la réalité des choses. Par exemple, on va faire des promesses d'indemnisation des personnes qui ont été déguerpies. On va faire des promesses de construction d'un port en eau profonde. On va faire beaucoup de promesses, mais est-ce que c'est réalisable? Cela est la grande question. Quand on sait se retrouver dans un pays qui est extrêmement endetté, qui doit beaucoup d'argent à l'extérieur, quand on sait être dans un pays où il y a extrêmement de détournement, où il y a extrêmement de corruption, est-ce que ces promesses sont réalisables? Je ne le pense pas. Donc, tout relève, je ne sais pas, tout relève peut-être ici, soit de promesses, je veux dire quoi, anti-campagne électorale, juste pour aveugler les populations, soit, je ne sais pas comment le qualifier, mais
il y a une réalité, Sam Sévérin. Est-ce qu'on a suffisamment d'argent dans nos caisses pour pouvoir réaliser tout ce qui est annoncé? Il y a trop de choses qui sont annoncées. Il y a eu trop de choses qui ont été, commencées. Donc, c'est un peu comme si on a mis la charrue avant les bœufs. Donc, soyons réalistes. Soyons réalistes. On ne peut pas, en même temps, avoir un port en eau profonde à construire, en même temps, avoir des autoroutes à construire, en même temps, être en train de construire des barrages, pas un seul, mais plusieurs barrages, en même temps, construire des ponts, en même temps, stades, on nous promet en des même stades, temps, on doit construire des stades. Quand on est dans un pays où on ne peut pas avoir accès aux premiers soins de santé, c'est-à-dire que le social, c'est la catastrophe monumentale du siècle au Cameroun, le domaine social. Rien n'est assuré sur le plan social au Camerounais. Et on nous parle de ces grands chantiers. Mais d'où viendra l'argent? Soyons réalistes. Voilà, tendance, comment est-ce que toi tu perçois le non-paiement par l'État de certains de ces engagements aujourd'hui autour de nous? Il n'y a plus l'argent, Sam. L'argent est fini. Parce que les détournants ont tout pris. Voilà. Quelqu'un à lui seul détourne 2 milliards. Même quand tu as une caisse, quand tu gardes l'argent, tous les jours tu prends et que tu ne rembourses pas, l'argent finit. J'ai dit, quelqu'un à lui seul détourne 10 milliards. Ça part où? Depuis j'avais parlé, j'ai dit que ouais, j'avais une proposition à faire que tous les détourneurs de fonds, c'était mieux qu'on récupère l'argent, on les laisse. Parce que si on avait proposé que 10 le montant que tu as pris, on récupère, on te libère. C'est qu'il n'y a plus personne en prison. On devait même prendre l'argent là, mettre encore dans les caisses de l'État. Mais depuis ils sont en prison, on n'a pas récupéré l'argent. Ils préfèrent gérer les prisons. Ils sont à l'aise là-bas. Quand ils me parlent, on va dire que Longo tu parles trop. Qu'est-ce que tu en sais? Du côté, si je connais. Non, tendance. Beaucoup de Camerounais avaient pensé comme toi. Oui, hein, dit parce que voilà qu'il n'y a plus l'argent au pays. On va prendre l'argent où? Le port autonome des Cribus qu'on avait dit complexe. Maintenant, on reste encore au niveau du port. On ne peut... Ça ne va pas. Et avant même, il y a eu beaucoup de détournements dans les indemnisations pour la mise en place de cette structure. Bon, est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qu'il en est de ces importants fonds qui devaient être dégagés au niveau du génie militaire dans le domaine des routes? Parce qu'ici à Douala, il y a un ouvrage qui n'arrive pas à être livré. Pourtant, on nous avait annoncé que de l'argent avait bel et bien été décaissé à cet effet. Absolument. Tout ce qu'on sait, c'est que le commandant du génie militaire à Douala a dit qu'il ne peut pas engager l'argent qu'on lui loue pour son régiment et son matériel avec son argent de fonctionnement. Il faut que l'argent qui avait été prévu pour cet ouvrage lui soit reversé. Il va faire le travail. Ça veut dire donc il n'a jamais reçu cet argent. Ça veut dire qu'on ne lui a pas reversé cet argent. Voilà, ça fait même partie de ce que dénonçait Charles Hamel tout à l'heure. Si c'était une entreprise privée, par exemple, qui avait gagné le marché, vous trouverez donc aujourd'hui en train de dire que cette entreprise sera en train de mettre la clé sous le paillasson. Et ça date bien de l'époque de M. Mebengo comme ministre délégué à la présidence, chargé de la défense. On va vous redonner la parole pour mieux nous étayer sur cette question. Alors, il faut dire tout simplement, Sam Sévérin, que commençons par décrypter. Regardez la vie des ministres. Ils vivent comme des gens dont le train de vie a été réduit. Regardez l'ensemble des missions de janvier au mois de novembre. Combien de voyages ont été effectués au compte de l'État du Cameroun? Ils ont mis ça dans en termes de délégation, non, j'en viens pour interroger, puisque tout à l'heure Mégui demandait, on embrasse tout, avec quoi dans les caisses? Voilà là où ça part. Faites un tour à Denver, faites un tour à Lundi. Vous allez voir comment les ministres de cette République construisent. Ce n'est pas des chantiers qui s'arrêtent, Sam Sévérin, parce qu'on cherche le financement. Ça sort et ça évolue. On respecte les dates de livraison des différents chantiers. Quand on vous dit qu'un colonel à lui seul monte un R plus 5 avec environ 35 appartements, essayez de vous poser des questions. Un colonel de cette République, il travaille quoi? Il perçoit quoi? Il faut s'interroger, Sam Sévérin. Regardons la gestion des crises. La crise anglophone seule, combien de missions ont été engagées? Combien de dépenses ont été faites? Posez-vous la question, regardez ce qui se passe à l'extrême nord. On a décaissé combien? Est-ce qu'on peut comptabiliser tout ce qui sort? Parce qu'il faut aller dans le nord-ouest. Mission de ceci, mission de cela. Les troupes qu'on déploie par jour, par semaine, par mois, ça fait combien, Sam Sévérin? Point d'interrogation, pourtant, les résolutions sont connues. Vous avez toutes les entreprises de Sam Sévérin
qui aujourd'hui veulent gagner des marchés. En gagnant les marchés, il y a ce qu'on appelle l'avance de démarrage des travaux. Après, ça plus rien. D'abord, il y a d'autres qui ont dit, allez d'abord financer, on va vous rembourser. Ils se tournent vers les banques. Les banques soldent. On prend l'argent des pauvres épargnants, on donne. Voilà les gars qui descendent. 1 mois, 2 mois, 1 an, 6 ans, on ne rembourse pas. La banque suivie comment? La microfinance suivie comment? Elle ferme. Elle ferme avec l'argent de qui? Des pauvres petits épargnants. Lorsqu'ils se plaignent par des marges, vous avez vu le ministre sortir pour faire une déclaration? Point d'interrogation. Arrêtons-nous là et commençons à interroger Sam Sévérin un ensemble de questions. Et à côté de cela, parce que là il y a filouterie Sam Sévérin, en même temps l'État doit, mais on n'allège pas les impôts. La pression fiscale continue de vous asphyxier. Or, vous avez des dettes. Lorsque les agents arrivent, vous dites que mais regardez, l'État ne m'a pas encore payé, je fais comment? Ils ne veulent rien entendre. Finalement, d'un côté, on demande de supporter, de l'autre, on vous étouffe. Les entreprises font comment? Elles ferment. Justement, sur cet aspect qui consiste à ponctionner systématiquement les plus... pas seulement les plus défavorisés, même les opérateurs économiques aujourd'hui à Douala se plaignent de cette réalité. Il y a une entreprise qui a été mise en place sous le nouveau directeur des douanes. Ça s'appelle Alcomi. Ceux qui sont dans le secteur savent de quoi je parle. Donc, halte au commerce illicite. C'est quelque chose d'assez bizarre, finalement, qui peut faire le vrai travail de la douane, mais qui consiste à systématiquement ponctionner d'importants montants aux opérateurs économiques. C'est-à-dire qu'on vous attrape comme ça, on vous dit, bon, ce que vous vendez là n'est pas autorisé et tout, et vous devez reverser d'importants fonds. Tous ces millions de francs qui sont collectés ne sont jamais totalement reversés dans le trésor public. Ça également, on est vraiment dans le sujet que vous avez choisi ce matin. C'est un sujet sur lequel nous allons davantage nous attarder, effectivement. Et récemment, il y a eu une grosse prise en termes de falsification de documents, en réalité, au port de Douala. Je crois que ça participe également. Voilà. Oui, tout à fait. Ça participe de cela. Et c'est là où nous apprécions encore, j'allais défendre l'imier de la gendarmerie, de notre gendarmerie nationale, notamment la Légion de gendarmerie du littoral. Maintenant, est-ce que Sam, lorsque comment on appelle ça, le Transparency International épingle et la douane et la justice, voilà un moment qu'il leur est offert maintenant pour, j'allais dire, redorer le blason. Est-ce qu'un juge d'instruction peut alors prendre ce dossier et faire, par exemple, comme l'a fait Eva Joly en France, en disant, je vais voir ce qui se passe dans cette affaire ELF. Elle savait bien que Mitterrand impliqué dedans et tous les présidents d'État. Maintenant, voilà, c'est la gendarmerie nationale qui vous dit, il y a un vaste réseau de têtes. Voilà. Sortons de la dénonciation parce que Tendance tout à l'heure a bien compris le sujet parlant des détournements. Si l'État ne peut pas payer ses factures, c'est parce que tout cet argent va dans d'autres contextes. Je vous prends un exemple. Vous avez deux structures de téléphonie mobile qui, avec un seul transfert d'argent, vous font 870 milliards de francs CFA. Est-ce normal? Est-ce normal dans un pays? Vous avez combien d'abonnés? Chaque année, ils se revendiquent d'avoir fait 100% en termes de recettes avec des milliards de francs CFA. À côté de ça, nous avons Camtel. Camtel qui ne parvient pas à battre de l'aile. France Télécom, ils peuvent battre France Télécom en France? Est-ce que quelqu'un peut supplanter France Télécom en France? L'État cherche dans l'argent. Vous voulez dire que Camtel bat de l'aile, toujours, à de la mais elle ne bat okay. de l'aile. Il ne parvient pas à s'envoler. Si on avait imposé à chaque Camerounais d'avoir un téléphone, une connexion avec des prix abordables, je suis sûr qu'on n'allait pas se retrouver là, on se retrouve à ce niveau, Sam Sévérin. Il faut dire les choses comme elles sont. Nationalisons d'abord. Est-ce que ces entreprises, lorsqu'elles arrivent au Cameroun, elles viennent faire le chiffre, elles ne viennent pas là pour de la charité, Sam Sévérin. On cherche l'argent, mais on le cherche mal. Il y a des poches, on peut trouver de l'argent ici au Cameroun, Sam Sévérin. L'État peut trouver, mais c'est une discipline budgétaire où on prend l'argent affecté à une ligne, on l'oriente à une autre ligne pour résoudre des faux problèmes. Voilà, en termes d'investissement, donc, Mbombok l'a dit tout à l'heure, il y a aussi que certains budgets ne sont même pas consommés, Megui, parce que certaines lignes sont très souvent reversées dans le trésor, on ne sait pas quoi en faire. Oui, mais d'abord, avant Megui, peut-être, en 2015, il y a un excédent budgétaire. Tout à fait. On dit, les députés ont constaté, mais où est donc cet argent? Le ministre des Finances ne nous dit rien. Dernièrement, comme disait Megui tout à l'heure, regardez, Christine Lagarde est venue faire la leçon au gouvernement en lui disant, mais au président de la République d'ailleurs, il a dit, mais Excellence, c'était au cours du toast, vous avez embrassé beaucoup de choses.
comment vous allez les exécuter? Vous ne pourrez pas. Elle a dit devant le chef d'État et devant tout le monde, vous allez embrasser beaucoup de choses, vous ne pourriez pas le faire. Maintenant, les députés disent qu'il y a un excédent budgétaire. C'est un peu comme à la mairie de Douala Premier ici. Quand vous dites, maintenant, on n'a pas consommé tout l'argent qui était prévu l'année dernière, mais c'est où alors? On vous dit non, il n'y en a pas. Pourtant, Megui, au sein de l'administration, au corps de l'administration centrale au Cameroun, on nous a vanté les mérites de quelques érudits. Séraphin Magloire Fouda, je crois qu'il est bien spécialiste des questions économiques. Absolument. Que dire de Louis-Paul Motazé, qui est l'enfant chéri du chef de l'État, présenté souvent comme quelqu'un de très compétent. Les Alamine Ousmane, est-ce que toutes ces personnes n'ont jamais su nous mettre en place des politiques publiques qui peuvent aider à être un peu plus disciplinés quand même pour payer les factures régulièrement? Mais ils ont peut-être des compétences requises pour ces postes-là. Mais maintenant, il faut savoir, est-ce qu'ils ont les mains libres ou alors est-ce qu'ils ont la bonne foi c'est-à-dire voilà, je préfère la bonne foi. Voilà. Est-ce qu'ils ont la bonne foi? Quand je dis les mains libres, c'est pour pouvoir leur accorder le bénéfice du doute. Mais est-ce qu'ils ont également la bonne foi pour pouvoir justement exercer, bien exercer voilà. Donc c'est ça la grande question. On a sûrement des compétences, mais je crois que c'est tout un système qui est un peu pourri. On s'attend à quoi de personnes compétentes qui travaillent au sein d'un système où il y a beaucoup de corruption, où je pense qu'il y a des décisions qui sont prises qui dépassent parfois l'autorité de personnes qui sont en charge de certains secteurs. Charles Hamel l'a souligné tout à l'heure, qu'il y a de l'argent qui est affrété pour telle chose, mais qui est diligenté pour autre chose. Et donc on est dans un désordre total. On est dans un désordre total, oui, un désordre total. C'est comme s'il n'y avait pas d'anticipation, comme s'il n'y avait pas de travail, je ne sais pas, en amont, et pour pouvoir... il n'y a pas de programmation. Il n'y a pas de programmation. Ils ont parlé de budget programme. Il n'y a pas de programmation. C'est comme si on décrétait des choses de façon spontanée ou alors par rapport à une situation donnée pour pouvoir... Donc rien n'est fait de façon coordonnée, on a l'impression. Rien n'est fait de façon coordonnée. Et surtout, si tu permets, pour Lamine Ousmane Mé, c'est lui, en fait, Sam, qui doit faire des propositions. Quand on sait la réunion qu'ils ont tenue avec Christine Lagarde et Sapin, c'était en décembre l'année dernière. Ils savaient que l'année allait être difficile. Ils devaient donc faire des propositions en disant, non, pour chaque département ministériel, je propose qu'on réduise ici, qu'on réduise ça, qu'on réduise cela. Voilà. Par exemple, les bons de carburant, les voitures à hauteur de 20 millions, ce n'est plus possible. Tel séminaire qui était tel. Donc c'est lui qui fait cette proposition-là. Mais quand Alamine Ousmane me parle, je vous assure, vous pouvez lui donner le bon Dieu sans confession. Parce qu'il parle avec une certaine assurance, telle que vraiment vous buvez tout ce qu'il dit. On est donc face à toutes ces incongruités où en même temps, on nous fait des conférences où on décrète qu'on va devoir réduire le train de vie. On prescrit. Voilà, qu'il faut réduire le train de vie des membres du gouvernement. Mais en même temps, quand on observe ce qui se fait, on n'a pas l'impression que les choses bougent. Moi, je suis tombée hier sur un cortège. Je pense que ça devait être une grande personnalité qui était dans la ville de Douala, je ne sais pas laquelle. Mais j'étais impressionnée par la qualité des voitures qui se succédaient. La qualité et le nombre de voitures. Vous savez, en termes de cortège, des escortes officielles, même les sous-préfets, le nouveau sous-préfet de Douala 5, il était en visite dans un lycée, au lycée de Makepe, je vous assure, son cortège a au moins 5-6 voitures de très grand niveau. Il est assis derrière un sous-préfet, je ne sais pas trop ce qu'il représente. En termes d'autorité, mais quand même, on n'a pas besoin de ça. Et en termes d'escorte officielle, rappelons-le, dans une vraie république, monsieur Mathieu, ils sont quatre personnalités de l'État, le président, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil économique et social. Et les premiers ministres qui ont droit aux escortes officielles motorisées. Voilà. Tous les autres gouverneurs et autres, on n'en a pas besoin. Non, on n'en a pas besoin. Ça, c'est ce qui est écrit sur le papier. Ce n'est pas ça sur le terrain. Même lorsqu'ils vont boire, se divertir, ça devient compliqué. J'ai rarement vu un gouverneur étouffé
dans un embouteillage pour prendre corps. Rarement un préfet ou un sous-préfet. Désormais, lorsqu'il veut sortir, il soit accompagné par le peloton, un motard qui va ouvrir la circulation parce qu'il ne doit pas transpirer avec des véhicules qui consomment énormément et exagérément de l'argent. Donc, Sam Sévérin, je pense que nous sommes avec des gens qui fonctionnent comme les pharisiens. Donc, nous sommes avec des pharisiens, prenons-les désormais comme des pharisiens de la Bible. C'est-à-dire, on vous dit un ensemble de choses, la Bible recommande d'eux, les textes recommandent d'eux, faites comme ça, mangez comme ça, mais ne regardez pas comme nous mangeons, non. Empêchez-vous de regarder ce que nous faisons, mais vous contentez-vous de faire cela. Regardez les poches, d'aller dans les mairies. Comment ça fonctionne dans les mairies, Sam Sévérin? Regardez comment les maires sont en train de s'enrichir. Les mecs qui ont la chance d'être dans les zones où il y a un pot vraiment, un pot rose, ils ne transpirent pas, Sam Sévérin. Allez contrôler la caisse. Nous avons parlé récemment, Sam Sévérin, de l'hôtel de ville de Douala Premier, qui a déjà pris plus d'1,7 milliard de francs CFA. Depuis qu'on dit qu'on construit, qu'est-ce qui bloque? Le délégué de la communauté urbaine? Qu'est-ce qui bloque? Le directeur du FECOM? Qu'est-ce qui bloque? Le maire? L'argent va où? On ne fait que décaisser, mais on ne se plaint pas. Vous allez dans les mairies, les ministères, chaque semaine ou chaque année, vous voyez les ministres changer de voiture. Ils construisent des résidences. Avec quel salaire? Quel est le salaire qu'ils ont qui leur permet de pouvoir se s'offrir cela? Et de façon ouverte, de façon ostentatoire, ostentatoire, voilà, tout le monde le voit. Et moi, j'ai une grande question à poser. Pourquoi on hésite encore à instituer la déclaration des biens? Des gens même avant qu'ils ne prennent certains postes. Parce qu'on veut couvrir des Voilà. manœuvres. Et puis c'est autre chose, pour terminer, on a terminé. où les ministres ne sont pas ministres de la République, mais ministres du clan. Souffrez qu'on emploie cela, ils sont plus ministres de la République, mais ministres du clan. On a tel poste, des gens qui veulent faire ceci, ils puisent dans les caisses, Voilà. on allait résoudre telle situation. Regardez même à la FECAFOOT aujourd'hui, ce sont les habitudes qui les rattrapent. Les gens de la normalisation, ils sont arrivés, eux aussi. Au lieu de faire le boulot pour lequel ils ont été désignés, ça active plutôt à faire du folklore, en recevant des gens, en envoyant des gens en mission, parce qu'ils adorent bien cela, avec beaucoup de frais de mission, comme ils vont le faire aujourd'hui, recevoir les Rigobert Song, les Manga Ongene, tout ça c'est bien. C'est ça le Cameroun, on aime perdre du temps et se donner les moyens, les occasions de ramasser un peu trop d'argent. Merci beaucoup pour la colère du jour, on prend la pause. Avant la suite. Jésus, mon ami. Ériger d'importantes bâtisses à travers les grands quartiers UP de Douala et Yaoundé. Un jour viendra où tout cela retombera comme un château de cartes. Un jour viendra, je rêve d'une troisième république dans mon pays où on va procéder à des saisies systématiques de tous ces biens-là qui ont été acquis illicitement avec le concours de nos fonds publics. C'était la colère de tout à l'heure et un peu de spiritualité à l'instant, la musique de Ronce. Roger Mbazambo, c'est son nom, voilà, nom d'artiste Ronce, qui nous a donc un peu rappelé que c'est toujours bon de se souvenir que nous ne sommes pas immortels. C'est impressionnant d'assister à tout cela aujourd'hui. On va prendre les messages avec vous, Megui, avant la suite. Voilà donc, par rapport à l'histoire du jour, on a Elvis Yumbi de Bonabéry qui nous dit « Ma petite sœur a pour devoir de donner le même respect que je mérite à ma femme, cela pour l'équilibre de la famille. » Voilà donc notre message. Bonjour, je pense que lorsqu'on définit les règles, les belles sœurs ne les respectent pas et veulent imposer des choses chez vous. On a cet autre message à propos de la colère de Charles Hamel. Vraiment, le Cameroun est en otage par un groupe de camarades où personne ne rend compte à personne. Avec le grand roi Popol, nous devons donner tout pour rester debout et en finir en 2018. Trop, c'est trop. Passons à l'action. Émile Niamsé à Douala. J'ai besoin... Non, c'est pas en rapport avec nos thèmes. Donc, on va prendre un autre message. Nos gouvernants et tous leurs proches nous donnent de l'amertume dans des quartiers à travers leur vie ostentatoire. C'est Victorien qui signe ce message. Et parfois, vous voyez Charles Hamel, un petit garçon au volant d'un 4x4 V8,
Il vous nargue, vous ne savez pas trop comment il fait pour se retrouver au volant d'une voiture de 30-35 chevaux. Je ne sais pas. Ce sont des choses qui, dans d'autres pays, vraiment incitent à la révolte. Hein. Sam Sévérin, si ça avait été celui des enfants des opérateurs économiques, jamais cela n'allait nous intéresser, jamais cela n'allait même nous préoccuper. Tout à sinon fait. que de nous rassurer de ceci, que les produits qui sont mis à nos dispositions sont de bonne qualité. Mais lorsqu'on se rend compte que c'est des cousins, c'est des neveux, c'est des fils des fonctionnaires de la République. Ce qui me surprend même, c'est que le Cameroun est le seul pays étranger où les fonctionnaires sont riches. Les fonctionnaires sont les plus riches. Sam Sévérin, vous entrez dans une boîte de nuit. Vous voulez vous asseoir, ne serait-ce que pour prendre un verre, histoire de vous détendre. Vous voyez une colonie de jeunes qui entrent. Vous entendez, les douaniers sont là, les douaniers sont là, les fils de tels sont là, c'est le DJ. On commande les champagnes dans les cuvettes. Vous vous demandez si vous êtes dans la même république que ces différentes personnes. Quand vous essayez d'interroger le parcours, et ça il faut le faire, Sam Sévérin, vous interrogez le parcours de ces gens qui sont ministres. Leur père était zéro. Leur père n'avait même pas de plantation pour dire qu'ils se sont retrouvés là. Vous vous demandez donc comment ces gens, sur quelle base ils ont pu établir cette fortune. Ça il faut interroger aujourd'hui les familles. Les familles qui se créent dans cette république. Un gars n'a pas de champ, subitement il sort vous parle de milliards. Des gens vont célébrer des milliards. Voilà. Et c'est des fonctionnaires de la révoltant, république. merci. Autre message. Voilà une auditrice de Bafoussam qui nous dit si le gouvernement camerounais pouvait copier l'exemple de la Norvège, cela arrangerait plus d'une chose, car notre pays souffre plutôt de crise de gestion. Ce pays n'est pas pauvre, mais il y a des personnes pauvres et très endettées. Non, les modalités de l'application de l'article 66 que vous avez rappelé tout à l'heure, la déclaration des biens nous aurait encadré véritablement Tout à fait. et évité certaines fraudes. Tout à fait. Donc, bonjour, concernant l'histoire du jour, quand je me suis mariée, mon mari m'a fait comprendre que son petit frère allait venir pour les vacances et c'était devenu des vacances définitives. Un gaillard de 18 ans, bien têtu, ça fait 7 ans qu'il est chez moi, ma maison est devenue son auberge. Quand je me plains, mon mari me dit qu'il est dépassé. Mireille, depuis... Alors, tendance, la qualité là, tu ne peux pas supporter. Hein, si c'est Je ne peux pas mourir tôt, Sam. Mieux tu rentres chez tes c'est parents. un beau-frère de 18 ans Non. qui devient... Mieux tu rentres chez les parents, on t'aide à distance. Parce que je vais vivre pour longtemps, je ne veux pas les mots de tête, Sam. Et en rentrant chez les parents, la belle famille va faire la réunion que donc c'était son enfant, est-ce qu'elle allait renvoyer? Si c'était son frère, est-ce qu'elle allait renvoyer? Si c'était mon frère, j'allais te faire pire. J'allais te faire le Jacques, la mère nous convoque au village. Et on résout ça en famille. Voilà, c'est pour cette raison qu'on vous conseille donc de mettre le mari devant et vous le poussez à poser le problème au conseil de famille. Vous n'êtes pas sûr que là-bas, on va laisser un enfant gaillard comme ça, mal élevé et tout, venir vous empêcher l'épanouissement. Alors, ce que vous appelez conseil de Oui, famille, Jules, mon Mbombox, mariage. c'est toujours entre les deux familles, c'est ça? Non, d'abord, la famille du père, je vais dire du mari, la Ok. maison d'abord, oui, oui. Et là, Sam Sévérin, je vais vous dire quelque chose. Nous tous ici rassemblés sur ce plateau, nous avons dans nos familles des fous. Chaque famille a ses fous. absolument. Chaque famille a ses malades. Chaque famille a ses problèmes. Alors l'autre ne doit pas se comporter comme si elle sortait d'une famille étrangement parfaite. Non, aucune famille n'est parfaite. Toutes les familles ont des problèmes et trouvent toujours des moyens palliatifs pour pouvoir gérer ces problèmes. Donc si vous avez un enfant qui a ce n'est pas à vous de résoudre. Une action mal posée peut entraîner la dislocation de toute une famille. Il faut toujours prendre des avis, des reculs, des barèmes. Lorsque vous vous rendez compte que vous avez épuisé Sam Sévérin, c'est là où vous pouvez prendre l'action. On ne vous en voudra pas. Moi, je pense qu'il faut se débarrasser d'une personne qui vous empêche d'être heureux dans un couple. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas non plus se mettre en danger parce qu'il y a un membre d'une belle famille qui dérange. Vraiment. Sam, tu Tout vois- à l'heure, vous l'avez dit, la personne qui ne respecte pas les règles Mais Sam, tu es chez dégage. toi, tu es chez toi avec une belle soeur. Oui. Tu rentres par exemple du marché avec le macabo. C'est toi qui pèles le macabo. C'est toi qui cherches le grattoir. C'est toi qui râpes. Elle ne t'aide même pas à allumer le charbon. Ce n'est Et quand pas tu bon. prépares, elle est la première à venir se servir. Parce qu'elle croit qu'elle a planté ses ignames. Mais elle a mal Je t'ai défini, fait ça, on a Sam, mal défini si. son entrée dans cette maison. Ça, c'est Parce quoi? qu'elle vient, Sam Sévérin, quelqu'un Je ne vais peut pas te venir. mettre mal à Vous ne l'aise. savez pas, la personne est venue pour combien de temps? 1 mois, 2 mois. La personne vient juste de s'installer comme ça, ne repart plus. Non, il y a quand même des choses. On définit tout, Sam Tout Sévérin. à fait. On va passer à la revue des réseaux sociaux donc à présent et on va revenir sur ces histoires tout à l'heure. Merci Sam Sévérin. Donc, c'est la revue des réseaux sociaux et on va parler en premier de ce scandale écologique.
pétrologique observé au niveau du drain qui traverse les quartiers Mbopi et Ngodi. Donc le drain de ces quartiers-là, depuis hier, on observe des déchets pétroliers qui y coulent et les populations justement se ruent vers ces déchets pétroliers qu'ils essayent d'extraire avec des éponges et les remettre dans des bouteilles. Donc c'est extrêmement dangereux et on est carrément surpris du mutisme des autorités camerounaises. Il y a déjà des odeurs nauséabondes qui émanent de ce drain-là et qui mettent extrêmement mal à l'aise les populations de ces quartiers. Et effectivement aussi les risques d'incendie qui peuvent être observés. On se rappelle de la catastrophe de Nsam et on s'étonne grandement de ce que les autorités jusque-là n'aient rien fait et qu'aucune mesure n'ait été prise pour justement résoudre ce problème. Tendance, je crois qu'on doit commencer par décrypter notamment le côté misérable. Je suis désolé de le dire, c'est le reflet d'une misère rampante qui nous entoure aujourd'hui, que des compatriotes en soient à vouloir recueillir ces produits dans ces conditions, véritablement au péril de leur vie. Je crois qu'on atteint le fond. C'est grave ça. Donc, tu sais que l'homme camerounais aime ce que le camion a connu. Le scandale de Sam et Foulanenou, donc on ne pense plus à ça. Vous avez vu comment les gens sont morts là-bas à cause du carburant. Maintenant, c'est encore c'est l'essence, ou c'est quoi qui avait fait pour... Franchement, parlons pour mes vrais. Je parle comme ça avec les larmes aux yeux, Megui. Regarde celui qui prend le coton, il fait comme ça, il appuie pour extraire le carburant. Le carburant, là, tu connais le danger que ça peut te donner? Non, tu ne sais pas. Les gars exploitent comme ça pour aller vendre. Vous allez vendre à qui et à combien? Toujours au Camerounais. Je vais encore dire à mon gouvernement que papa, pardon. Ne dites pas après, demain après-demain que Equinor n'avait pas montré. Parce que c'est quand il y aura le scandale que vous allez appeler les médias. Vous allez appeler les médias, on va venir filmer, vous allez dire que vous n'étiez pas au courant. Vous êtes au courant maintenant. Faites quelque chose, il faut battre le fer quand c'est chaud. Parce que sur les réseaux sociaux, Nego me dit qu'il y a même les femmes enceintes qui ont eu les fausses couches à cause des odeurs-ci. Oui, j'ai lu ça sur les réseaux sociaux. Les femmes enceintes qui ont eu les fausses couches à cause des odeurs nauséabondes, à mon français. Donc, papa, levez-vous, faites quelque chose pour notre pays. Je vous en prie. Et les gars sont fiers, ils ne savent pas que c'est la maladie qu'ils cherchent. Ils sont contents. Je suis d'accord avec les internautes qui interpellent le pouvoir public. Megui l'a rappelé tout à l'heure. Toutes nos entreprises, j'ai dit bien toutes nos entreprises industrielles et même agroalimentaires avaient souscrit à la charte qu'on appelle HSE, Hygiène, Santé, Environnement. Et aujourd'hui, que faire? Je voudrais voir le gouverneur de la région du littoral instruire son délégué régional près de l'environnement pour lui sortir le respect des normes, comment ils appelaient ça à l'époque, voilà, oui, là, des normes qui sont établies dans ces chartes-là. Ils aiment toujours, ils ont des gros mots là, appelés, voilà, le cahier des charges, voilà, le cahier des charges de cet environnement, notamment les entreprises brassicoles et les entreprises pétrolières. Ce n'est pas normal qu'on se retrouve dans des situations aussi compliquées. Vous avez parlé de la misère tout à l'heure. Mais ici, il y a une seule entreprise qu'on indexe, c'est bel et bien la SCDP. Qui est visible. Les autres stations-service qui pullulent ici, comment ces stations-service évacuent? Donc, il n'est pas tout à fait sûr que ce soit seulement des produits, parce que là, on a des dit, déchets de la SCDP. Oui, la SCDP seulement. Parce que regardez un peu quels sont, j'allais dire, les caniveaux, comment on a canalisé ces déchets et on les reverse où? Il y a sur la nationale numéro 3, à la sortie est de Douala, il y a une, bon, comme les Camerounais savent bien baptiser le nom, on a appelé ça la rivière aux eaux puantes. Après Elf là-bas, le carrefour dit Elf. Effectivement, c'est une canalisation qu'on avait encadrée à l'époque entre les entreprises qui étaient CCC. Premier niveau de responsabilité, les entreprises pétrolières et brassicoles. Au deuxième niveau, en matière d'environnement. Non, c'est l'État d'abord, puisque l'État les a amenés à souscrire à une charte. Et c'est le même État qui doit regarder dans le respect de cette charte hygiène, santé, environnement. Et l'autre chose, vous l'avez relevé, N'Djamil Mwangi l'avait relevé dans son culte de 98, il avait parlé des morts de la misère. En fait, voilà où, puisque nous sommes dans des populations paupérisées, et l'État nous amène dans la... Mais on peut demander à ces chers compatriotes de ne pas se mettre en danger aussi comme ça. Bon. Charles Hamel. Oui, Sam Severa, je veux dire que lorsque nous rentrons dans les annales de la création de la SCDP,
Ça remonte à 1979. Lorsque nous remontons dans la mise sur pied de toutes ces cuves et tout, ça remonte à des années. Soit il y a une fissure sur la faille de ces grandes cuves qui se dégoulinent, parce que les maintenanciers ne travaillent pas, parce que les maintenanciers sont occupés à autre chose, soit des individus véreux sont venus provoquer une fissure sur laquelle ils se servent, parce que Dieu seul sait ce qui se passe dans une zone comme celle-là. D'où vient-il? L'autre jour, c'était l'explosion d'une bouteille de gaz, vous a-t-on dit, des mains criminelles. Ne pensez-vous pas qu'un gars passant laver une cigarette, fumant, peut jeter dans cette rigole? L'incendie part de ce point zéro pour aller alimenter et faire sauter pratiquement toutes ces cuves. Il faut s'interroger. À côté des dépôts pétroliers, il y a ce qu'on a un contrôle minutieux. Il y a une surveillance à tout va, à tout moment on doit surveiller. Qu'on ne se contente pas de nous créer des postes de gendarmerie, des postes de police, un peu partout aux alentours de Bopi. Ce dont nous avons besoin, c'est de la sécurité. Et à ce niveau, on se rend compte qu'il n'y a pas de sécurité. Comment s'écoule ce type de... Il n'y a pas que d'ailleurs la zone de Bopi, ça s'étend jusqu'à Bessenguer. On a vu des individus prendre et reverser cela dans leur comment on appelle ça, reverser dans leur carburateur, dans leur réservoir de Bensikina, démarrer à l'instant, on l'a vu à l'image, démarrer à l'instant et aller, et ça marche. Ça va détruire le moteur. Donc vous-même vous confirmez que moi-même j'aurais besoin de carburant que j'irai là-bas garer, je vais chercher là, je pense pour pouvoir aspirer, ça c'est vrai. Parce que les autres bases là de ce pays. Monsieur Mbachou, vous avez vu le Bensikina démarrer? Il a démarré, on a vu ça, c'est vrai. Il a pressé, reversé. Il a d'abord humé, il s'est rassuré qu'il n'y a pas d'eau, reversé, démarré la moto et dit les gars, je suis devant. Mais Guy, oui. Quels sont les dangers que... Les dangers sont ceux qu'on a déjà pu noter. Tendance l'a dit, sur la toile, les internautes parlent justement des répercussions sur l'état de santé des femmes enceintes. Il y en aurait qui auraient eu des fausses couches entre-temps. Il y a ces odeurs nauséabondes qui sont inhalées par les populations et qui peuvent avoir des répercussions sur leur santé. On parle de ce qui est encore grave, des risques d'incendie. On sait très bien que par là, quelqu'un peut se rendre dans ce quartier ne sachant pas justement qu'il y a... Alors, depuis qu'on en parle, qu'est-ce qui est fait? Parce que moi, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'on ne peut pas... Aucune mesure n'a été prise jusqu'ici. Peut-être que ce sera fait ce matin, mais jusque-là, si on en parle encore au journal d'Equinox de matin, on en parlait hier, je pense que c'est justement parce que rien n'avait été fait. Donc, espérons qu'avec les multiples sorties que l'on fait, les autorités vont se bouger. Merci. Deuxième information. Alors. Donc, la deuxième information est relative donc à la crise anglophone et on va donc reparler du gendarme tué à Jacquerie et cette fois c'est pour donner l'information selon laquelle l'arme donc qui a été emportée, l'arme du gendarme qui avait été emportée lundi 6 novembre 2017 après l'assassinat de ce gendarme nommé Jolet Bienvenu près du lycée de Jacquerie dans le nord-ouest a finalement été retrouvée au soir du 7 novembre 2017 d'après des sources de la gendarmerie de ce côté du département de Bouy. Les présumés assassins ont jeté l'arme près du palais du chef traditionnel Nso. On rappelle les membres Qu'est-ce qui se passe? Vous faites souvent vous parler, on ne comprend pas. Il est où?
Voilà donc la deuxième information, comme je le disais, relative à cette actualité du côté de Bamenda, dans le nord-ouest, plus précisément, où le gendarme nommé Jolé Bienvenu a été assassiné. C'était près du lycée technique de Jakiri, dans le nord-ouest. Cette arme, emportée lundi 6 novembre 2017, a finalement été retrouvée au soir du 7 novembre 2017 auprès du palais du chef traditionnel Nso. C'est une source de la gendarmerie de ce côté du département du Boué qui nous le révèle. Il faut rappeler que les membres du SO, c'est une société secrète, qui ont adressé un ultimatum au présumé assassin de se rendre. Donc cette arme a été finalement retrouvée et les internautes apprécient cela parce que ce sera peut-être une avancée pour les enquêtes. Il faut surtout noter que en dehors de ce gendarme-là, il y a 2 autres qui ont été tués et selon ce que nous a révélé le journal parlé du Radio Equinox ce matin, il y a 2 des présumés assassins qui auraient donc été retrouvés, mais leur identité n'a pas encore été révélée. Et à ce bilan, il faut ajouter les 3 autres gendarmes finalement tués, enfin, puisqu'il y a des sources qui parlent d'un total de 4 morts chez les gendarmes depuis le début de ces assauts-là, à l'encontre de nos forces de l'ordre et de sécurité. Charles Ambel Mbachou, hier, M. Bokam a pris la parole aux côtés de l'ambassadeur de France pour dire que toutes les mesures sont prises afin qu'on puisse traquer et retrouver les assaillants. Ce qui m'a étonné dans la prise de parole de M. Bokam, c'est les sourires. Il souriait tellement, Sam Sévérin. Pourquoi? Mais vous avez fait le même constat que moi, bizarrement. Pas seulement M. Bokam, les hauts gradés qui étaient derrière. Il souriait. Ils sont dans une attitude où, je ne sais pas trop, au lieu d'avoir le visage rigoler. Oui, il rigolait. On revoit cette image-là. Je dis, il rigolait, Sam Sévérin. Ça m'a scandalisé qu'on se retrouve avec une personnalité. Avec tous les enjeux, il est en train de rigoler, comme si l'armée du Cameroun ne pouvait pas s'offrir cela. Point d'interrogation. Voilà. Sam Sévérin, pour revenir au sujet, ça, on a un peu discuté, pour revenir au sujet, on va dire tout simplement que Sam, cela démontre à suffisance que ceux qui nous gouvernent n'ont pas encore pris la mesure des choses vis-à-vis de l'ampleur et la valeur qu'occupent les garants de tradition dans ce pays. Soit nos garants de tradition, c'est-à-dire nos chefs, parce qu'instrumentalisés, parce que gouvernants n'ont plus de pouvoir, ont ce qu'on dit chez nous, le ventre vide, soit on ne veut pas les associer. La preuve, Sam Sévérin, il aura fallu que l'association secrète Songumba sorte pour qu'on retrouve l'arme sur le palais. C'est dit qu'il y a encore des choses qu'on peut faire. D'après certaines sources, cette association aurait été, on va dire, mise sur cette piste par le préfet qui a même mise sur l'un de ces chefs-là, effectivement. C'est ce que je suis en train de dire, Sam Sévérin, que il faut ressortir. On a des choses dans nos villages. On peut arrêter ça, Sam Sévérin. Si on descend dans le nord-ouest, on ressort tout ce qu'il y a dans la zone de Mbanso, on ressort tout ce qu'il y a dans la zone du Mont Oku, Sam Sévérin. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est parce que les chefs n'ont plus aucune valeur. Ils se sont laissés vassaliser qu'on se retrouve dans ce type de situation. Si on va voir les Mbombo, on dit aux Mbombo, vous devez sortir. Mbombo Bengal est en devant. Vous devez sortir tout ce que vous avez. Sam Sévérin, ils vont taper la même, la terre va trembler. Il y en a encore des gens qui peuvent le faire. Pour rappeler ces gens à l'ordre. Voilà que cette association est sortie. On a frappé. Sam Sévérin, vous avez vu sortir. Quand on descend dans le Noun, on sort les Fonango. Comme on monte dans l'ouest, on sort les Kunga. On dit qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre. Jusqu'ici, sur l'assassinat présumé de Monseigneur Bala, on n'a pas de résultat définitif. Je pense qu'on aurait pu passer par là également. Oui, mais absolument. Sam, vous vous rappelez même que même l'Église catholique, à un moment donné, quand il fallait voir si le corps est dans l'eau ou pas, on a fait appel aux traditionnalistes du Mbam qui leur ont dit il n'est pas encore dans l'eau. Et après, ils leur ont dit, vous le verrez vendredi. Et donc, ça, c'est le problème qui se pose, c'est que... Mais qu'ils nous disent de quoi il est mort aussi, comment il a été tué, c'est ce qu'on attend. Est-ce qu'on a donc associé les autorités traditionnelles? Vous parlez des chefs auxiliaires d'administration. Les chefs auxiliaires d'administration ne sont pas les gardiens de la tradition. C'est l'Ongomna. Et c'est l'Ongomna. Maintenant, parce que dans l'Afrique, Sam, l'initié africain, il protège ses enfants. Il est contre les divisions. Parce que quand vous parlez aujourd'hui, on vous dit les mariages interethniques se faisaient avant les Blancs. Et ça se faisait comment? On vous dit, les gens, il y avait des bandits. Il y avait des gars qui assassinaient même les enfants dans les champs. Comment on faisait? Comment on régulait la société? On n'a pas
voulu intégrer ça dans le corpus du droit aujourd'hui. C'est ça qui fait problème. Et surtout, parce que nos États, vous avez parlé de la rencontre d'hier, je termine par là. Non, pourquoi l'ambassadeur de France? Parce que dans le monde entier, je dis bien les 195 pays affiliés aux Nations Unies, c'est la France qui a la gendarmerie. La France, et dans les coopérations militaires qui nous lient avec la France, il faudrait bien qu'elle intervienne à un moment donné. Mais la question qui se pose est que 60 ans après les indépendances, Achille Mbembe le posait encore dans un journal Courrier International, la France a dit du bout des lèvres qu'elle partait alors qu'elle est encore là. Maintenant, est-ce que nous avons donc le courage de nous prendre en charge nous-mêmes avec le système en place, avec le régime en place? J'ai des doutes. Voilà, la tendance sur ce sujet-là, finalement, bientôt peut-être on retrouvera tous ceux qui ont assassiné ces gendarmes. Je vais dire quoi ça? C'est en parlant que les gendarmes vont revenir? Non. Je vais seulement dire que justice soit faite. Parce que ici au Cameroun, parfois quand on dit qu'on commence avec les enquêtes, on ne ferme jamais. Il ne faut même pas blaguer avec ça parce qu'il y a eu mort d'homme. Et quand un Camerounais meurt, c'est ma famille. Nous ne sommes même pas d'abord nombreux. Tous les jours, on meurt, on s'entretue. Chez Ketou, je parle des hommes en tenue parce que la police camerounaise travaille bien. Quand ils veulent. Oui, absolument. Oui, quand ils veulent. Je connais que vous êtes forts quand il s'agit de mener les enquêtes. Mener les enquêtes, nos prières vont suivre et les assassins vont sortir. Ils vont m'accepter en public que oui, on a fait ci, on a fait ci, on a fait ça. Parce que rester comme ça, moi, mon ombre me fait peur. Quand je reste comme ça, j'ai peur. Quand je regarde mon ombre, je panique. Donc mon pays va mal. On n'a pas le sentiment que ceux qui sont à la haute administration de cette gendarmerie, je reviens sur cette image qui, moi également, m'a scandalisé hier soir, Jean-Baptiste Bokam devant les micros de la presse nationale, en arrière-plan des hauts gradés en train de rigoler. Il n'était pas Megui dans une posture qui indiquait que le pays a connu quand même un drame par rapport à l'un de ces... Il faut revoir cette image, je vous y invite, parce qu'effectivement, peut-être qu'on pourra identifier ce haut gradé qui était derrière en train de rigoler, s'amuser. Finalement, ce n'est pas bon. Parce que dans d'autres pays, quand de telles choses arrivent, on voit véritablement que les gens prennent un air grave. Voilà, tout à l'heure, on parlait des colonels d'armée qui construisent des grosses maisons et tout, comme ils sont tellement très bien outillés au Cameroun. Bon, ça ne leur dit rien vraisemblablement. C'est pas bon. Dans un pays sérieux, on doit fustiger ce type d'attitude. J'ai dit, quand je parle qu'on n'était pas à l'école, je connais que quand on a parlé de Charlie Hebdo en Beng, aucun blanc ne dormait. Je m'en bombe. Les blancs se sont levés qu'ici, là, on ne nous teste pas. Même lorsqu'un seul policier meurt. Qu'est-ce qui peut vous faire rire? Vous rigolez quoi? Comme on revient. Hein? Vous avez vu qui mourit et revenir. En dehors du revenant de Dokoti, qu'on avait dit un jour qu'il y a eu un revenant, il voulait loger avec le gâteau Kumba. C'était le mensonge. Ça chauffait l'année la Megui. On dit qu'il y a un revenant en Dokoti. Il a dit qu'il veut le jus bien glacé avec le gâteau Kumba. C'est le mensonge. On dit que le gars dit comment il souffrait au Nigeria. Bien, Megui, on a tout dit sur cette info. Encore que ça me fait vraiment, ça mérite une attention particulière. Encore que c'est des gendarmes, c'est un gendarme qu'on a tué. Tout à fait, oui. Encore que c'est des gendarmes qu'on a tués. Et c'est ça, et ces patrons-là, moi c'est étonnant. Donc ils ne représentent rien leur famille. Ça devait être même l'occasion qu'il devait profiter par rapport à cette occasion pour pouvoir s'exprimer, dire même une légère phrase, mais rien n'a été fait. On peut demander au ministre de la Défense, parce que tout ce beau monde est sous sa tutelle. Monsieur Betty Assoma doit sanctionner durement, au besoin, limoger le haut gradé qui rigolait hier quand le CED était en train de parler. C'est sérieux, ne vous amusez pas, parce qu'on parle de la vie d'au moins, ils sont 4 qui ont été tués. Et quand on parle de ça, les gens mettent les mains dans les poches, ils ont beaucoup de grades sur les épaules et ils se mettent à rire. Finalement, donc le ministre de la Défense, il est sollicité dans cette émission qu'on lui transmette le message, qu'il fasse l'enquête sur ce personnage-là qui n'a pas donné la bonne image. Malheureusement, troisième image. Je n'ai pas vu cette image pour juger de... Mais bon. Voilà, on va parler de la ville de Bertois, où des citoyens sont dépourvus de toute pièce officielle. Donc, ces Camerounais ont été recensés au cours d'une enquête menée par l'association pour la défense des droits de l'homme et des libertés. Les chiffres sont inquiétants. Entre le 2 octobre et le 2 novembre 2017, dans 2 des 3 arrondissements du chef-lieu de la région de l'Est, près de 30 000 Camerounais non identifiés ont été recensés. Abraham Hopefulson Chaobe, président de l'Association pour la défense des droits de l'homme et des libertés, ASDEPROD, explique. À Mandjou, nous avons recensé 23 610 personnes qui ne disposaient pas d'acte de naissance, de carte nationale d'identité, encore moins de carte d'électeur, et 5 220 dans l'arrondissement
l'arrondissement de Berthois 1er pour un total de 28 830 personnes dépourvues de toute pièce officielle. C'est un véritable scandale et on se demande bien d'où est-ce que ça part que autant de citoyens se retrouvent dans un territoire sans aucune pièce permettant de les identifier. Les internautes sont tout simplement scandalisés. Non, non, ils sont scandalisés. C'est encore que la région de l'Est, avec la proximité avec la République centrafricaine, il y a beaucoup d'insécurité qui règne. Mais non, c'est compréhensible. Ça veut dire que dans leur culture, ils n'ont pas l'habitude d'aller s'établir des cartes, des actes de naissance, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce que l'État organisé fait, on aura ce qu'on appelle les audiences foraines. C'est-à-dire que chaque année ou pendant 2 ans, le tribunal territorialement compétent, notamment le tribunal de première instance, organise les audiences foraines. On va dans des villages récolter les enfants, quelles sont les nouvelles naissances et ceux qui, par rapport aux migrations qui ont de là et qui n'avaient pas de pièces, qui n'auraient pas de pièces officielles, on les fait établir les pièces officielles. C'est comme ça que ça se fait dans des États. Oui, Charles. Sam Severin, s'ils sont 30 000 à l'Est, ils sont 20 000 à Douala. 20 000 pour Douala seul. Des enfants qui sont nés sans acte de naissance, des adultes qui sont nés sans acte de naissance, des individus alors qu'ils n'ont pas de carte national d'identité. Allez chercher le BUNEC, le Bureau national. Non, le BUNEC travaille, Sam Severin. Est-ce que le BUNEC travaille à travers la sensibilisation, une sensibilisation sérieuse et pérenne? Oui, il travaille, Sam Severin. Il se déploie à travailler parce qu'on va vers le, comment vous appelez ça, vers l'informatisation du système. Ça, c'est des choses qui sont en train d'être faites. Mais les gens qu'il faut regarder, c'est les parents. D'où vient-il que la loi prévoit que né dans une formation sanitaire, vous avez 30 jours, cela ne soit pas fait? D'où vient-il que des gens grandissent, les enfants grandissent? C'est lorsque l'enfant au cours moyen d'eux, qu'on dit qu'il faut présenter les dossiers, que l'enfant se souvienne, rentre à la maison, dit maman veut mon acte de naissance, et que les parents se rappellent qu'ils n'avaient pas fait l'acte de naissance de leurs enfants. Mais c'est ça, Sam Severin. C'est ça. Et ont le courage de dire la vérité, que beaucoup de personnes vont à l'hôpital, dès que la femme a accouché, parfois elle fuit l'hôpital, il faut qu'il court, rentre à la maison. Les actes sont faits au bord de la route, comme là à Deido. Comme ici à Deido, vous allez voir, beaucoup de gens arrivent. Grand, c'est pourquoi? C'est pour un acte de naissance. Ça fait combien? On dit c'est 10 000. Combien? 10 000. Grand, j'ai 8 000. Non, vraiment, on ne peut pas te faire. Le maire ne peut pas signer. Il faut 7 000. Il faut ceci. Et c'est parce que les maires ne travaillent pas. Justement. Les maires ne travaillent pas. Non, on établit l'acte là-bas d'une déclaration de naissance. Mais en même temps, il faut que l'acte soit authentifié avec la souche. Il ne faut pas encourager les gens à aller faire les actes au bord de la rue. Mais Sam Severin, si vous avez un maire qui ne travaille pas, allez dans une mairie. Je vous lance le défi ici. Allez dans une mairie. Combien de maires signent les actes de décès? Même les actes de mariage, combien de maires signent? Ils ne s'intéressent pas à ça. Ça, c'est les bribes, Sam Severin. C'est les bribes. Ils vont discuter de... Ça ne rapporte pas. Ça ne rapporte pas, Sam Severin. C'est les petits combos des adjoints et tout et consorts. Ils se bataillent dedans pour les mariages. Allez dans une mairie, vous allez vous rendre compte qu'un seul adjoint au maire, s'il y a eu 1000 mariages, a célébré 700. Un seul. C'est une bataille. C'est une bataille dans les mairies. Ils n'ont pas ce temps, Sam Severin. Allez voir la pile, vous déposez. La femme même qui vous enregistre commence à dire, il faut faire ceci. Grand, c'est 7000. Merci. Alors, la mère a parlé des cartes d'identité. Ça fait 2 ans. Je dis bien 2 ans. Dans le centre, bien, on voit mes 2 doigts. Oui, on a ça terminé. Ça fait 2 ans que ma mère a fait la carte d'identité. Le récépissé n'est jamais sorti. Non, la carte. Elle a le récépissé. La carte n'est jamais sortie. Donc, vraiment, ce qui se passe dans les commissariats, là, on a besoin des cartes d'identité. Si ce n'est plus possible, vous dites, on commence à marcher avec la demi-carte photo et l'acte de naissance. Parce que c'est trop. Avec l'acte de naissance, au moins, on peut voir ton nom. La carte photo, on sait que voilà telle personne. Que de trimballer les arrière-grand-mères dans les commissariats. Merci beaucoup. Quel âge ma mère a? Je crois que... Arrière-grand-mère. Ok. Bientôt. Moi, je crois que il y a la responsabilité des citoyens qui est aussi beaucoup engagée parce que tout se passe déjà dès les naissances. Alors, il y a des déclarations de naissance, comme l'a souligné Mbombok, des déclarations de naissance, c'est par là que le processus commence. Est-ce que, après avoir reçu, si on a même reçu ces déclarations, est-ce qu'après avoir reçu ces déclarations de naissance, est-ce qu'on allait d'abord faire l'acte de naissance de l'enfant comme cela se doit? C'est de là que tout part. Il y a des enfants qui, avant d'aller à l'école, n'ont pas d'acte de naissance.
Donc je pense que beaucoup se retrouvent justement dans cette population de personnes non recensées, qu'on ne peut pas identifier. Donc il y a notamment aussi le temps que ça prend de faire des cartes d'identité. Moi je ne sais pas ce qui bloque. Comment ça se fait que quelqu'un peut rester 1 an, 2 ans et il attend sa carte d'identité? La forte centralisation, Megui. Vous êtes à Molundu, vous êtes à Kenzo. Vous faites, ça doit arriver à Beto récupère transport à Yaoundé. Yaoundé prend le temps. Merci, on a tout compris. Voici interpellation. Le son. Oui, je pense que pour le développement et le progrès dans notre pays, il faudrait que le gouvernement pense à décentraliser l'administration. C'est-à-dire qu'on puisse développer tous les coins et régions du pays. On ne concentre plus le développement seulement dans les capitales. Parce qu'on risque d'être saturé. La population quitte les régions reculées pour venir se concentrer à Douala, Yaoundé. Oui, oui. Il faut qu'on développe toutes les régions du pays, tous les secteurs. C'est-à-dire que si on voit que les régions peut-être de l'Est ou du Sud sont fortement agricoles, qu'on puisse développer l'agriculture là-bas et on continue à créer les lycées d'agriculture pour développer, de telle sorte que tout le monde ne vient plus toujours à Douala, Yaoundé et tout et tout. Le port en eau profonde qu'on a créé à Kribi, c'est une bonne chose. Ça permet déjà de désengorger Douala pour un peu aller vers le sud. Donc c'est une bonne chose. Il faut qu'on continue dans cette lancée, on développe davantage. Oui, pour qu'on vienne se concentrer à Douala, Yaoundé. Interpellation donc sur la décentralisation. Bonbon Mengan. Oui, Sam, notre compatriote a raison, mais c'est la forte concentration de pouvoir à Yaoundé a fait que rien ne bouge, y compris à Yaoundé. Mais est-ce que le chef de l'État est prêt à décentraliser? Moi, je dis non. Depuis 2014, il dit boulot d'étranglement, inertie, et il ne décentralise pas, c'est-à-dire il ne veut pas donner le pouvoir, y compris aux maires, alors qu'il y a certains maires qui sont même en prison. Donc, ça veut que s'il avait, avec les décrets portant sur la décentralisation et surtout le décret d'application du Premier ministre 2008, on aurait abouti à la résolution de certains problèmes. Bon, mais est-ce qu'il accepte? Je n'en sais rien. Peut-être qu'en nommant les délégués de gouvernement pour encadrer les mairies gagnées par le RDPC, ça lui rapporte gros. Peut-être aussi ça, parce qu'il ne faut pas négliger, il ne faut rien négliger ici. Voilà. Et la meilleure forme de décentralisation, selon certains observateurs, serait bien d'implémenter le fédéralisme au Cameroun. Mais une fédération à combien d'États? C'est un débat qu'on peut mener chez nous, puisque par le passé, on a bien vu que ça a fonctionné. Et aujourd'hui, on semble être paralysé. L'extrême nord, un peu abandonné à elle-même, cette région, désormais, aujourd'hui, qui ne répond plus du tout du pouvoir central de Yaoundé. Très concrètement, dans les faits, que dire des régions anglophones du pays? Merci beaucoup. On prend nos partenaires de Africam Shopping. Africam Shopping Complexe, la beauté africaine. Spécialement fait à base de sel de mer, du miel et du collagène, enrichi avec orange, tomates, carottes, lait et d'autres vitamines recommandées pour la peau africaine, la gamme SR Carambola Spa élimine toutes les impuretés de la peau, protège la peau contre les infections, lutte contre la fatigue générale, revitalise la peau, rajeunit le corps, élimine les mauvaises odeurs, vous redonne une peau de bébé. The best from nature and truly natural, SR Carambola. La gamme SR Carambola Spa est vraiment magnifique, je vous assure. Vente en gros et en détail. Africam Shopping Complexe, la beauté africaine. Voilà, on va donc les accueillir pour parler entre autres de dégraissage et d'harmonie du couple. Bienvenue, good morning, girls.
Good morning, Mr. Sam Severin Ango, and to all the panelists. Good morning to you, televiewers of this dose Zenith. On n'oublie pas également les fidèles consommateurs d'Africam Shopping Complex International, des Rome of SR Carambola Spa, la beauté africaine, une affaire de tous. Nous sommes spécialisés bien sûr dans l'esthétique générale. Vous trouverez des produits de beauté pour tout type de peau, des appareils de dégraissage, également des thés amincissants. Vous passerez également par des appareils de massage pour la détente et la relaxation. C'est aussi bien sûr un prêt-à-porter bien fourni, et puis c'est la période des fêtes, donc c'est le moment des soldes. À Africam Shopping Complex International, vous trouvez certainement un vestimentaire complet à bas prix. Ce matin, nous allons parler bien sûr des produits présents sur ce plateau. On va s'intéresser à la prise de poids et comment perdre le poids d'une manière définitive et sans bien sûr effets secondaires. Le poids n'est pas très bon pour la santé, encore moins pour l'esthétique. Premièrement, au niveau de la mobilité, vous êtes réduit. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez plus vaquer à vos occupations, vous ne pouvez plus exercer certaines activités, vous ne pouvez plus bouger. Le moindre petit mouvement devient un grand effort. Ça fait partie des inconvénients du poids. Il y a également le sommeil. Voilà, on n'arrive plus à dormir, même quand on dort. Il y a des positions bien précises qu'il faut prendre pour espérer avoir un sommeil assez bon, assez efficace. Vous êtes également très exposé à des maladies. On pourra citer le diabète, le cancer, les problèmes respiratoires, la tension. Donc du coup, vous avez intérêt à vous débarrasser de cette graisse parce qu'on ne blague pas avec la graisse, ce n'est pas notre ami. Plus vous la caressez, plus elle vous conduit vers la mort. Alors sur ce plateau, on vous présente ce matin le Slimming Capsule. Ce sont des gélules en complément nutritionnel qui viendront tout simplement débarrasser votre corps de toutes les graisses superflues. Elles sont 100% naturelles, bien sûr tirées de la nature, et d'une manière rassurante et définitive, elles vous permettent de brûler toutes les graisses, peu importe où elles sont localisées. Maintenant, il y a des parties du corps qui sont assez compliquées. Elles ont du mal à relâcher de la graisse. On parle bien sûr du ventre. Et pour se débarrasser de cette graisse au niveau du ventre, vous avez intérêt à associer au Slimming Capsule, bien sûr, le Click-Sim, qui est également un thé amincissant qui permet de travailler les graisses au niveau du ventre et de les éliminer complètement de manière à ce que les femmes puissent entrer dans leur robe sexy en affichant leur forme de guitare, et pour les hommes, avoir de magnifiques tablettes de chocolat. On n'oublie pas que dans cette gamme de dégraissage, il y a d'autres produits que vous découvrirez une fois dans nos différents locaux. Le problème de poids entraîne également des problèmes sexuels. On est réduit parce que voilà, quand on est gros, on ne parvient pas à saisir, on ne parvient pas à s'exprimer, on ne parvient pas à exprimer sa virilité. Et donc, pour les hommes sur ce plateau aujourd'hui, pour compenser ce problème-là, on vous propose Activeman. C'est un thé qui permet de réveiller la libido, d'augmenter le désir sexuel, qui traite également vos spermatozoïdes en augmentant leur quantité et également la qualité. Et d'une manière générale, Activeman permet à tous les hommes d'être actifs et ainsi de satisfaire leur partenaire. Parce qu'une femme qui n'est pas satisfaite dans le 4 murs, je vous assure qu'elle ne restera jamais à la maison. Alors tous ces produits, mesdames et messieurs, où est-ce que vous les trouvez? Bien sûr, à Africam Shopping Complex International. Nous sommes à Lomé, au Togo, 90 04 03 88. Cotonou, Bénin, 97 63 89 99. Au Cameroun, nous sommes à Douala, BPCT, derrière la Totale. Et nous répondons au 677 42 11 00. À Yaoundé, face garantie voyage Sam, 656 03 00 44. Très prochainement à Bamenda. Et pour les distributeurs pour les ventes par mobile money, parce qu'on se permet également de vous faire parvenir vos produits par agence de voyage. Vous avez le 676 70 31 25. En précise, nous sommes en grande promotion. Ce sont les grandes soldes à Africam Shopping Complex International. Alors n'hésitez pas à nous rendre visite. Nos portes vous sont grandement ouvertes et de magnifiques hôtesses vous attendent pour vous accueillir pour une vente en gros, également en détail. Merci. Africam Shopping Complex, la beauté africaine.
Obtenez votre forme de rêve sans souffrance avec le SR Hot Shapers qui affine et amincit votre silhouette, augmente la température du la perte de poids au niveau du ventre et des cuisses et améliore votre bien-être. SR Hot Shapers, obtenez votre forme de rêve sans beaucoup d'efforts et sans souffrance. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Merci. La suite avec quelques messages avant le deuxième partenaire du jour. Voilà, donc on a ce message. L'histoire de la carte d'identité ici au pays, c'est une poisse totale. Tu fais la carte, ça ne sort jamais. Il faut que le gouvernement essaye de voir cette situation. Juste pour vous dire que notre pays est pourri et est dans une instabilité qui ne dit pas son nom. Je pense que c'est un circuit au niveau du gouvernement et peut-être que le jour que le vent changera de direction, les choses vont revenir à la normale. Il faudrait, comme vous avez réitéré, réduire le coût de vie des membres du gouvernement. Je suis un expert Bac+5, mais je n'ai aucun poste en service. Merci, c'est Landry. Alors, vous pouvez avoir la déclaration de naissance, mais l'officier d'état civil vous demande un forfait à payer. Aucun service n'est gratuit, malheureusement. Ok, bonjour. Merci. On va aller à la suite, parce qu'on a encore deux partenaires au programme. On prend celui-ci qui arrive de Grand Bazar. Wonderful chez Grand Bazar. Grand Bazar lance l'opération Un citoyen, un tricycle Lifan de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 francs CFA. Découvrez son moteur 200cc très puissant avec réducteur, sa faible consommation de carburant, sa carrosserie solide et spacieuse qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Ce n'est pas tout. Dès l'achat de votre tricycle Lifan, Grand Bazar vous offre de nombreux bonus gratuitement, avec en plus l'opportunité de participer à une grande tombola qui vous permettra de gagner instantanément plein de lots surprises ou un autre tricycle Lifan. Alors, ne ratez pas cette opportunité unique chez Grand Bazar. Les tricycles Lifan chez Grand Bazar, c'est une garantie de 6 mois ou 6000 km de parcours, la disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût et un service après-vente 24 heures sur 24 assuré par des techniciens chevronnés. La direction générale Grand Bazar est située à Douala, feu rouge Bessengue. Contact commercial 243 17 63 10. Avec les tricycles Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Merci bien de nous reparler de tout ceci, monsieur. Bonjour. Bonjour Sam, bonjour à toute l'équipe du Zénith 10-12 et bonjour aux fidèles clients de Grand Bazar qui continuent à nous faire confiance malgré la fin de la promotion des tricycles d'1 million. Vous avez une nouvelle version pour 2018 ? Oui, Sam, la nouvelle version 2018, ça veut dire que vous ne reviendrez plus jamais chez nous par hasard parce que nous avons toujours la possibilité, de par notre puissance de stock, la technologie très avancée du groupe Lifan qui vous fournit des tricycles de classe qui répondent à vos exigences. C'est pourquoi, malgré la fin de la promo des tricycles d'1 million, voici venue la grande gamme des tricycles nouvelle version avec les moteurs 200cc très puissants, plus sophistiqués, plus performants, plus solides, plus robustes, plus puissants, plus résistants et plus économiques, disponibles en ce moment à partir de 1 100 000 francs. Ne retardez surtout pas pour ne pas avoir de regrets comme ces nombreux clients qui accourent chez nous maintenant avec les larmes aux yeux parce qu'ils ont raté la promotion d'1 million de francs CFA. Maintenant, place au tricycle d'1 100 000 francs. Sam. Voilà, merci. Vous parlez de quelques avantages en termes de bonus aussi. Oui, ok. Tous ces tricycles sont dotés normalement des avantages et des bonus que vous ne retrouverez jamais ailleurs à Grand Bazar. Vous avez par exemple son ensemble pompe-austère qui lui permet de supporter des lourdes charges, soit 126 casiers de bière en un seul tour, 40 sacs de ciment en un seul tour. Vous avez également ces tricycles qui sont dotés des phares laser qui illuminent à plus de 200 mètres dans la nuit. Ça dépasse même les phares des véhicules pick-up. Vous avez également sa faible consommation en carburant qui consomme seulement 4 litres en 100 km. Vous repartez chez nous également avec de nombreux bonus que vous ne trouverez jamais ailleurs, comme le gros casque de sécurité. Vous avez également les roues de secours cramponnées qu'on vous donne gratuitement après l'achat comme roues de secours. Vous avez un choisible lumineux, vous avez un manteau,
un t-shirt, un parapluie surtout. Et vous avez également des bâches de tricycles qu'on vous remet à partir de cette nouvelle gamme pour vous permettre de faire le caisson arrière pour transporter facilement vos produits. Vous convenez avec moi que Grand Bazar s'impose comme le numéro 1 des tricycles en Afrique centrale et au Cameroun, le concessionnaire automobile, la première chaîne de montage des tricycles au Cameroun, de sa puissance de stock reste toujours disponible à vous servir ici au Cameroun et à des tricycles disponibles à votre choix. Sam. Voilà, on a terminé. Vous avez un dernier mot? Oui, la contrefaçon, Sam. Je vais parler de la contrefaçon. Oui. Attention à la contrefaçon de ces tricycles qui vient d'arriver. Toujours vérifier la marque d'originalité et le logo LIFA estampillé avec les 3 L sur le moteur. Si vous ne voyez pas ce logo sur le moteur, ça veut dire que ce tricycle est tout simplement faux. C'est l'IFA, la marque de l'originalité. Ne ratez jamais cette occasion de regarder le moteur l'IFA estampillé avec le logo à 3 L. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci et on ne peut pas vous quitter sans vous dire enjoy l'IFA, enjoy life. Cycle Lifan de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 francs CFA. Découvrez son moteur 200cc très puissant avec réducteur, sa faible consommation de carburant, sa carrosserie solide et spacieuse qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Ce n'est pas tout. Dès l'achat de votre tricycle Lifan, Grand Bazar vous offre de nombreux bonus gratuitement, avec en plus l'opportunité de participer à une grande tombola qui vous permettra de gagner instantanément plein de lots surprises ou un autre tricycle Lifan. Alors, ne ratez pas cette opportunité unique chez Grand Bazar. Les tricycles Lifan chez Grand Bazar, c'est une garantie de 6 mois ou 6000 km de parcours, la disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût et un service après-vente 24 heures sur 24 assuré par des techniciens chevronnés. La direction générale Grand Bazar est située à Douala, feu rouge Bessengue. Contact commercial 243 17 63 10. Avec les tricycles Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Merci. La suite des messages avant la conclusion. Bonjour, à propos de l'histoire du jour, je voudrais dire que ma petite belle-sœur que j'ai adoptée à l'âge de 8 ans est partie après avoir fait 12 ans chez moi. Je rappelle qu'elle était très docile, mais c'est sa mère qui était la cause de son départ parce qu'on ne s'occupait pas assez d'elle. Alors, elle a commencé à rentrer tard des classes, à riposter quand on lui posait des questions et ne faisait plus ses tâches à la maison. C'est parfois la belle famille la cause. À la rentrée, elle est revenue pour s'excuser et son oncle l'a renvoyée. Voilà donc... arrêtez de vous attarder sur le rire de M. Bokam. Il y a des gens comme ça qui rient quand il faut pleurer, qui vous regardent sans vous voir, qui entendent sans comprendre. Ce genre de personnes, il faut s'en méfier et elles sont très dangereuses. En un mot, c'est pour vous dire que les malfaiteurs seront bientôt traqués. René. Vraiment, René. René, non. Quelle déduction. Lorsqu'on a une personnalité, lorsqu'on doit prendre la mesure, on est face à la presse et lorsqu'on est face au peuple, on doit avoir une attitude qui a parce que les faits qui se trouvent sont graves. Les faits sont graves. On assassine les gendarmes. Les gendarmes encore. Et c'est le patron de la gendarmerie. On a même vu le chef de l'État lorsqu'il faisait le discours après les émeutes de 2008. Vous avez vu l'expression sur le visage du chef de l'État qui démontrait que ça n'allait pas. Et du coup, l'année-là, il a appelé les Camerounais les apprentis sorciers. Je ne peux pas oublier. C'est ça. Voilà le nom que le père avait donné. Il était vraiment tendu. Voilà. Donc, d'après ce que je peux voir, les autorités attendent que ça devienne plus grave pour qu'il y ait des missions de descente sur le terrain. Les Kenge de Douala là sont bon, alors en ça, danger. c'est pas poli, hein, ce type d'expression finalement. Je sais pas. Un dernier message. Voilà, les jeunes de Douala sont en danger. Je crois qu'il a fait une erreur. Les jeunes de Douala sont en danger. Albert de Bafoussam. Donc, un dernier message. Nous avons besoin d'un Sankara au Cameroun pour faire comprendre à tous ces détourneurs et ministres cupides que tous les Camerounais ont droit à la vie. Les ministres peuvent bien rouler en Toyota Starlet pour aller au bureau et en pick-up pour aller en mission sans tambour battant. L'État peut bien saisir tous ces biens illicites si la volonté y est. René Dumont avait raison, dans l'Afrique noire est mal partie. Merci. C'est Benga de Yabassi. Très bien. L'Afrique noire est mal partie. Au nom de la liberté de critiquer, nous allons rester dans
cette série, effectivement, puisque dans des pays occidentaux où on est vraiment développé, les hommes d'État là-bas, d'abord, ils ne sont pas nombreux. Vous avez des gouvernements dans des grands pays avec une vingtaine, trentaine de ministres et secrétaires d'État et qui font le boulot, avec des jeunes gens d'ailleurs du type Gérald Darmanin ou encore Najat Vallaud-Belkacem qui arrivent aux affaires. Bon, on n'est pas dans ce contexte-là, donc forcément, si là-bas on roule avec des voitures, je ne sais pas, de 9 à 10 chevaux lorsqu'on est au gouvernement comme voiture de service, ici chez nous, la fonction ministérielle ou encore l'homme d'État du Cameroun adore les belles mécaniques. Mais passons, puisque c'est un peu les habitudes chez nous, on va peut-être s'étonner de l'hypertrophie de ce gouvernement. À la suite des mouvements intervenus dans le corps de la diplomatie, on attend toujours Paul Biya avec ce gouvernement de 2011, puisque la plupart sont sclérosés aujourd'hui. Ces membres du gouvernement s'étant enrichis de façon illicite avec des bâtisses que l'on dénonce à gauche, à droite et que l'on dénombre. Quand vous avez le ministre de la Santé chez qui on a régulièrement retrouvé d'importantes sommes d'argent et que jusqu'ici aucune enquête n'a été diligentée pour savoir d'où est-ce qu'il prend tous ces fonds-là. Et parlant du ministère de la Santé, vous le savez, M. Olanguena, du temps où il y était, on sait ce que ça génère comme important fonds dans le cadre des différents programmes qui sont à implémenter. Donc beaucoup de gabegies et de laxisme. Le ministère de la Santé est celui qui doit voir arriver un nouveau membre à sa tête, tout autant que le commerce, par exemple, pourquoi pas la communication. Mais le changement de ce gouvernement n'arrive toujours pas. Paul Biya fait la sourde oreille depuis qu'on en parle. Bon, tant mieux, restez avec ces gens-là et vous allez peut-être jusqu'en 2018 nous maintenir la même équipe gouvernementale puisque les résultats sont catastrophiques. Mais peut-être que, comme Bombok Began le dit très souvent, c'est une nouvelle équipe qui viendra réparer le Cameroun. Réparer le Cameroun, c'est une expression que j'ai empruntée à Édouard Philippe, le nouveau Premier ministre sous Emmanuel Macron, qui parle bel et bien de réparer la France. Il ne savait pas si bien le dire parce que le Cameroun, lui, il a véritablement besoin d'être réparé, mais avec de nouveaux hommes. Merci beaucoup, c'était le Zénith de ce jour.